Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. et bienvenue à la table ronde virtuelle. Elle parle de relations malsaines dans les médias jeunesse. Moi, je suis Karen Ouassé et je suis votre hôte pour l'événement aujourd'hui. Mon pronom est elle et je m'identifie donc avec les accords féminins. Puisque cet événement a lieu en mode virtuel, je vais passer à travers quelques points techniques avant qu'on débute. D'abord, comme vous l'avez sûrement remarqué, cette table ronde est enregistrée et sera publiée pour pouvoir être visionnée après l'événement. J'aimerais aussi apporter votre attention aux options interactives de Zoom. Vous devriez voir une bannière avec des options comme Q et A. Si vous ne voyez pas ces boutons, déplacez votre souris vers le bas de la page et la bannière devrait s'afficher. Nous vous invitons aussi à écrire vos questions en utilisant l'option Q et A à tout moment durant la table ronde. Nous ferons de notre mieux pour adresser ces questions à la fin de la discussion. Veuillez aussi noter que l'audience est en mode écoute seulement aujourd'hui, donc vous ne serez pas en mesure de poser vos questions verbalement. Toute question devra être soumise par écrit, donc. Veuillez aussi noter que les sous-titres ont été activés pour cette table ronde. Si vous voulez afficher ou cacher les sous-titres, cliquez sur le bouton CC qui se trouve près du bouton Q&A au bas de l'écran. Et finalement, si vous avez besoin d'aide ou de support pendant l'événement de cet après-midi, n'hésitez pas à contacter Marie-Pascale, qui est la modératrice du chat de l'événement. Aussi, avant de commencer la table ronde, j'aimerais souligner que j'anime aujourd'hui en me situant sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et comme organisme féministe, il est important qu'on reconnaisse que le colonialisme et les violences sexistes sont intrinsèquement liés. Les Premières Nations au Canada font présentement l'objet d'un génocide, documenté entre autres par l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il est de notre devoir de nous opposer activement à toute violence touchant les femmes autochtones et les personnes deux esprits et indigènes queer. Notre lutte pour la libération des femmes n'est pas complète tant qu'elle n'inclut pas toutes les femmes et personnes de la diversité de genre. Maintenant, j'aimerais inviter nos fabuleuses panélistes à se présenter. Et donc, si vous pouvez aussi mentionner les territoires desquels vous vous connectez cet après-midi, ce serait fort apprécié. On va commencer par Estelle. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Estelle Cazelet. Je suis sexologue. J'utilise le pronom elle en français et les accords au féminin. Je suis présentement sur le territoire Tiohtià:ke, qu'on appelle communément Montréal. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour avoir cette belle et complète discussion parce que c'est rare qu'on peut justement l'approfondir. Merci de me recevoir. Bienvenue. Alors, Alice, active ton micro, s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Alice. Aujourd'hui, je vais avoir deux étiquettes. Je suis parent de 6 enfants entre 5 et 21 ans. Donc, disons que la question est sur un spectrum pour moi. Je suis aussi spécialisée en intersectionnalité parce que j'analyse comment les identités impactent notre vie au quotidien, notre accès aux choses, etc. Donc, pour moi, c'est d'utiliser d'être une femme noire, queer, aussi en milieu minoritaire linguistique, multiculturelle, multireligieuse. Ma famille est catholique et juive aussi, donc c'est ça, c'est de jouer avec tout ça et de regarder le monde, et d'aider mes enfants à voir le monde aussi. Mais je suis aussi membre du conseil d'administration d'une organisation qui s'appelle Ten Oaks Project et qui offre des activités, des programmes aux familles queer et aux jeunes queer, et dont une partie de ces programmes, on parle de l'enjeu dont on va parler aujourd'hui avec les jeunes. Très bien, Alice, bienvenue. Marianne. Bonjour, je suis Marianne Lambert. Je suis à Toronto et je suis directrice des coproductions et des acquisitions chez TFO. On est un diffuseur public éducatif francophone. Donc, on dessert vraiment la communauté franco-ontarienne en premier lieu et ensuite les autres communautés francophones en situation minoritaire qui sont à l'extérieur du Québec. Donc, on a des contenus éducatifs qui vont de 2 à 18 ans pour les jeunes, là, une très, très, très belle programmation.
avec de l'animation, des programmes en prise de vue réelle, de la fiction, des documentaires. Donc, c'est très, très riche. Et on a aussi une plateforme éducative qui s'appelle Idélo, qui est utilisée par le personnel enseignant, donc qui s'en servent comme support pour l'apprentissage des jeunes. Et je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci. Merci, Marianne. Bienvenue. Et Merci. enfin, Gabrielle. Oui, ben bonjour. Alors, mon nom est Gabrielle Trépanier-Jobin. Je suis professeure en études du jeu vidéo à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des médias plus précisément. Je co-dirige aussi le groupe de recherche Homo Ludens sur la communication et les pratiques de jeu. Et puis, je me suis entre autres intéressée dans mes travaux aux stéréotypes de genre dans les jeux vidéo, à l'équité, la diversité et l'inclusion dans les studios de jeux vidéo. Et puis à la sensibilisation par le jeu, notamment à la cause environnementale, mais aussi à la justice sociale, à la violence, par exemple, chez les jeunes. Donc, voilà. Merci Gabrielle, merci à toutes de vous avoir présenté et d'avoir présenté votre pédigré. Comme vous pouvez l'entendre, on est très chanceuse d'accueillir un groupe de panélistes aussi variés et talentueux cet après-midi. Donc, elles partageront avec nous aujourd'hui leurs perspectives sur les médias jeunesse et les relations saines avec nous. Et nous terminerons en répondant aux questions soumises dans le Q&A. Et je viens de remarquer que moi, mon ordi est en français, donc c'est possible que le vôtre aussi, et ça ne dit pas Q et A, mais plutôt Q et R. C'est la même chose. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faudra que vous posiez vos questions par écrit. Merci beaucoup pour votre attention et coopération. Et donc, sans plus tarder, on va commencer la discussion. Une première question à toutes. À votre avis, quels impacts ont les œuvres de fiction sur les relations entre les jeunes? On va commencer dans le sens contraire cette fois-ci, Gabrielle. Oh, Gabrielle, ton micro est... Oui, je ne pensais pas que ça serait moi la première. Oui, ben moi, je vais parler des jeux vidéo en particulier. Puis je vais laisser les autres s'exprimer sur les autres médias. D'abord, il faut préciser que dans les jeux vidéo, surtout ceux qui s'adressent aux jeunes, les représentations des relations intimes sont plus rares que les autres médias, je pense, parce que le type de récits qui sont abordés s'y prête moins. Cela dit, la manière dont on dépeint les hommes et les femmes dans les jeux, ça peut influencer les perceptions qu'en ont les jeunes et par ricochet leurs relations intimes. Donc, par exemple, le stéréotype de la demoiselle en détresse qu'on retrouvait jusqu'à tout récemment là, dans tous les jeux de Nintendo qui mettent en scène le Super Mario à la rescousse de Princess Peach, ben, ça donne l'impression que les femmes sont des créatures fragiles, que les hommes ont besoin toujours de sortir du pétrin. Puis les personnages féminins hypersexualisés par des courbes généreuses, par des tenues légères, comme certaines itérations du personnage de Lara Croft là, ou certains personnages de Fortnite, ben, ça donne l'idée que les femmes sont des objets sexuels à disposition des hommes. Il en va de même pour la possibilité de jouer des proxénètes ou de battre des prostituées dans un cas un peu extrême, je dois le dire, là, de Grand Theft Auto, qui est adressé aux 17 ans et plus, mais qui est souvent joué par les plus jeunes. Cela dit, moi, je ne crois pas vraiment aux effets directs et immédiats des stéréotypes sur les joueurs, sur les spectateurs. Je crois plutôt que les stéréotypes vont se naturaliser, c'est-à-dire être perçus comme la norme ou comme des reflets de la biologie à partir du moment où ils se répètent beaucoup d'une production à l'autre, d'un média à l'autre, et même dans l'environnement immédiat du jeune, avec les comportements des gens autour de lui. Donc, ce n'est pas le fait de jouer à un jeu qui a un stéréotype qui va nécessairement teinter les perceptions qu'un jeune se fait des hommes, des femmes, des relations intimes. Le contexte dans lequel les jeunes jouent va aussi avoir une grande importance. Un parent qui regarde son enfant jouer puis qui lui dit « Ah, pourquoi la princesse, elle sauve pas Mario des fois? » ou ah, « Pourquoi Lara Croft est habillée de même pour aller combattre? » Ben, ça donne déjà un petit son de cloche à l'enfant qui fait comme moi. C'est vrai que ça ne reflète pas parfaitement la réalité. Donc, il y a aussi possibilité d'encadrer la réception de ces productions-là. Il faut aussi rappeler, et ça c'est très important, que les jeux vidéo sont des médias interactifs. Donc ça veut dire que dans bien des cas, ce sont les joueurs qui choisissent leur avatar, qui les personnalisent. Donc, il faut s'intéresser à ce moment-là à l'éventail d'options qui est offert par le système de jeu. Puis aussi au choix que font
les joueurs, hein. On sait notamment que les avatars sexy ont plus la cote, que des fois, quand on choisit un avatar féminin, on a davantage tendance à lui attribuer un rôle de soutien, de support, comme le rôle de guérisseur au lieu du rôle de combattant. Donc, il y a des stéréotypes qui se reproduisent à travers les choix des joueurs, en fait. Et une autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que dans les jeux en ligne multijoueurs, les jeunes entretiennent des relations entre eux et parfois des relations intimes. Et que bien que ces relations-là peuvent être tout à fait saines, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intimidation, de harcèlement sexuel dans les environnements vidéoludiques. Notamment parce que les joueurs ont l'impression d'être anonymes derrière leur avatar, donc ils s'en permettent plus. Et c'est, selon moi, cette toxicité-là qui devrait plus nous inquiéter comme parents, parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, ben, les expériences qu'on vit dans les jeux, elles sont bel et bien réelles, hein, elles ont des effets, elles génèrent toute une gamme d'émotions. Puis en terminant, certains pourraient penser que passer beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, ça peut nuire à l'établissement de relations sociales puis de relations intimes chez les jeunes. Et bien que le risque d'isolement puis d'addiction est présent, est réel, je pense qu'il faut quand même rappeler que il y a une bonne partie de la socialisation chez les jeunes qui se déroule en ligne, qu'on peut développer des amitiés puis des relations amoureuses sincères dans les environnements vidéoludiques, même avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées en face à face. Donc, faut nuancer ça aussi un petit peu. Puis je vais m'arrêter là parce que j'en aurais beaucoup à dire, mais je pense que ça fait un petit peu le tour des points importants. Non, très clairement, Gabrielle, ta réponse est complète, c'est certain, mais elle laisse beaucoup à réfléchir. Je suis sûre qu'elle elle a inspiré beaucoup de nos autres panélistes. Marianne, est-ce que tu voudrais que je te repose la question? Oui, Ou- oui, oui, donc, pour Marianne et le reste des panélistes, il n'y a aucun oui. problème, je peux reprendre chaque question à chaque fois. À ton avis, quels sont les impacts, ou s'il y en a, est-ce qu'il y a des impacts, est-ce que les œuvres de fiction, pardon, ont des impacts sur les relations entre les jeunes? Ben, moi, je pense que ça a une grande influence. Donc, si je peux parler du côté des médias ou des émissions de télévision. Puis je pense vraiment que c'est des sources dont les jeunes se servent pour essayer de comprendre le monde, de se comprendre eux-mêmes. C'est pas l'école, puis c'est pas la maison. C'est autre chose, c'est à travers des histoires. Puis souvent, c'est des histoires qui vont leur ressembler. Donc, un exemple que j'utilise souvent, c'est une série qui s'appelle Le Studio, en fait, une série qu'on a à TFO où en anglais, c'est The Next Steps. Donc, nous, on a acheté la version doublée en français. Puis, moi, mes enfants sont adultes maintenant, mais quand ils étaient pré-ados, j'en ai un qui se cachait parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il regardait cette émission-là parce que c'était considéré une émission de filles, parce qu'il y avait des trucs, des petites relations romantiques. Mais je savais qu'ils l'écoutaient, les deux, en cachette. Puis, je pense que c'était vraiment parce que bon, c'est sûr qu'on parle d'une école de danse, donc on parle de la pression, de la compétition, mais on parle aussi des changements du corps, puis des crushs, puis des petites amourettes. Puis je savais, moi, que c'était ce qu'ils vivaient. Et donc, c'était donc, ça, ça les aidait à comprendre ce qu'eux vivaient. Donc, comprendre leurs émotions, puis comprendre la complexité d'être dans un corps de préadolescent. Donc, puis je pense que la télé peut servir à ça. Par contre, s'il y a de la violence, s'il y a des relations malsaines, s'il y a des comportements malsains, ça peut aussi influencer les jeunes d'une façon négative. Donc, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Merci. C'est bien. Merci beaucoup, Marianne. Alice, j'ai très hâte d'entendre ta réponse, étant donné que tu as 6 enfants tu as dit 21, 29 à 5 ans, donc plusieurs générations, plusieurs types de médias entre les générations. Donc, est-ce que toi, tu penses que les œuvres de fiction peuvent avoir un impact sur les relations entre les jeunes? Moi, mes enfants, c'est ça, ils ont entre 6 et 21 ans. Mais il faut penser aussi qu'il y a les enjeux, en plus de l'âge, il y a les enjeux d'identité. Comme je dis, c'est aussi mes deux casquettes de parents et de spécialistes de l'intersectionnalité. Alors, moi, je suis un peu, c'est ça, j'aime beaucoup les réponses de Gabrielle et Marianne parce que je pense vraiment que quand on parle d'impact, on est conscient du négatif, mais on est aussi conscient du positif.
Et donc, évidemment, il y a des aspects négatifs avec le fait que les jeunes et les enfants et les jeunes, ils ont quand même pas assez d'expérience de vie pour distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain. Donc, l'exposition, il y a vraiment un risque de dérive ou quand ils forgent leur identité, de se forger sur des identités qui ne sont pas eux, ou en tout cas qui ne vont pas aligner avec leurs valeurs ou les nôtres. Donc, il faut être conscient de l'impact négatif de ce qui est montré, de l'influence. Moi, je sais que dans certains contenus qui peuvent être pas forcément tendancieux, mais les parents peuvent s'inquiéter. Moi, j'aime bien savoir qu'ils consomment certaines choses que moi, je ne consommerais pas, comme par exemple la télé-réalité ou des choses comme ça, parce que ça m'intrigue sur leur esprit critique, en fait. Parce que quand je les vois regarder ça, là, je pourrais me dire, oh mon Dieu, non, ils sont exposés à ça. Mais j'aime bien les entendre dire, non, mais franchement, c'est ridicule, ou tu sais. Donc, je sais que je suis capable de voir comment ils filtrent, parce que je sais quand ils sont jeunes, il y a une forme de contrôle, puis on va en parler, mais quand ils sont plus vieux, c'est pas ça l'enjeu. Alors, juste d'être conscient du négatif. Mais je pense aussi qu'avec mes enfants, et si je pense à leurs identités, je pense aussi aux enjeux de représentation. Quand on a certaines identités marginalisées, il faut rappeler que peut-être notre environnement ne nous ressemble pas. Peut-être que les personnes avec qui on a interagi ne nous ressemblent pas et qu'on ne se reconnaît pas. Donc, les médias, c'est aussi un véhicule très important de représentation. Surtout pour certains jeunes, qui vont juste pouvoir, ça va les aider juste de s'envisager, d'envisager leur avenir, d'avoir des exemples, de pouvoir se penser. Je sais quand on passe par exemple à la transidentité, par exemple, voilà, il faut avoir des modèles de représentation qui vont venir avec, c'est ça, l'intimité, comment est-ce qu'on voit les relations. Et donc il faut être conscient qu'on veut des représentations qui sont positives, mais on veut des représentations et on veut que les enfants puissent avoir accès à ces représentations-là. Donc, je pense que comme ça, il y a des enjeux à la fois attention à ce à quoi on les expose, mais aussi, il faut qu'ils soient exposés parce qu'il faut qu'ils bâtissent leur confiance en eux. Je suis capable d'aller chercher ce qui est bon pour moi, je suis capable de voir ce qui est bon pour moi, mais aussi je suis capable de me voir, tout simplement. Les pas. Merci beaucoup, Alice. Je pense que tout le monde a pu remarquer déjà que les réponses sont très intéressantes. J'ai hâte à la suite de la discussion. Donc, on va passer à Estelle. Est-ce que tu voudrais que je Yes. repose la question? Non, ça va, c'est vraiment correct. En fait, vos réponses sont super intéressantes. J'aime vraiment l'idée aussi, Gabrielle, que tu parlais de comment tu sais, la notion d'incarner un personnage ou un avatar versus plus être dans une posture de spectateur ou spectatrice d'un personnage. Je pense qu'il y a des œuvres, quand on pense aux œuvres cinématographiques, quand on pense au 7e art versus le théâtre versus tel autre type d'art comme justement le jeu vidéo, on n'est pas du tout mis ou mise dans la même posture. Fait que ça, je pense quand même que c'est important de le considérer puis de justement pas l'oublier. Tu sais, les impacts que moi j'y vois résonnent vraiment avec, ce qu'on vient de dire. Ce que j'aime de ce que tu dit Alice, c'est vraiment la découverte de soi, tu sais, comme, au-delà de l'identité ou d'apprendre à se connaître soi-même, tu sais, mettons dans une perspective plus sexologique, les représentations queer, tu sais, sont d'une importance vraiment capitale. Puis ça m'a vraiment fait rire parce que dernièrement, j'ai fait, une recherche-action où je suis allée parler à des jeunes, puis une des questions justement, c'était, quelles sont les bonnes représentations, de produits culturels que vous avez consommés dans les dernières années? Puis, il y a une jeune qui, s'identifie, lesbienne qui était comme: pourquoi les œuvres queer c'est toujours sombre, tu sais, c'est tellement lourd, puis blablabla. Puis là, mais en même temps, ont des produits culturels comme hyper élevants, puis genre super comme positifs, qui genre trigger vraiment comme mon queer joy à moi, puis qui me fait broyer indéfiniment, là. Mais leur perception aussi de comme qu'est-ce qui était lourd, et cetera. Fait que je lui avais fait un petit reflet du genre, ouais, mais au moins les lesbiennes meurent plus. Tu sais, c'est quand même une avancée en soi, tu sais, genre, c'est quand même pas pire, tu sais. Elles On ne meurent avance. plus ouais, c'est ça, elles ne meurent plus métaphoriquement et elles ne meurent plus physiquement non plus. Non, mais il y a vraiment quelque chose de fantastique qui s'est passé dans le monde des médias, des séries télévisées, à travers le monde. Tu sais, c'est sûr qu'il y a comme le gros aspect là aussi, là, genre mondialiste, là, genre de l'arrivée de Netflix. Je pense pas qu'avant Netflix, j'avais écouté des shows qui étaient doublés en anglais.
c'est du jamais vu, là. Tu sais, des shows doublés en anglais, on doublait jamais. En tout cas, moi, j'avais pas eu contact ni connaissance de ça, malgré que j'ai travaillé dans des clubs vidéo dans ma vie. Hem, mais oui, il y a vraiment comme l'impact de la compréhension puis de la découverte aussi de l'autre. Je pense que, faut pas non plus sous-estimer le pouvoir qu'une œuvre cinématographique ou une série télévisée, justement, nous amène à comprendre de l'autre, tu sais. On parle d'intersection aussi liées à l'identité. On peut être une personne, par exemple, tu sais, je vais parler au Québec, qui vit dans une région éloignée, ne pas être au courant, par exemple, des enjeux culturels, exemple, du nord du Québec, avoir un personnage qui, là, soudainement tombe dans une série adolescente québécoise, apprend beaucoup de cette culture-là, finalement, comme à la population. C'est un travail que les productions, puis les boîtes de prod, puis les scénaristes ont beaucoup, je pense, de pression, là, de peut-être de plus en plus à faire des voix, surtout dans les séries jeunesse, qui sont positives, qui sont émancipatrices, mais hem, qui sont pas non plus dans genre les personnages sont parfaits, tout est beau, tout est génial. Bien au contraire, je trouve que comment les séries, adolescentes ont évolué, c'est beaucoup dans une perspective de l'anti-héros là, un peu là, l'anti-héroïne là, la personne qui est pas super, qui a des flaws, tu sais, que ça y prend beaucoup avant d'aller comme justement, être dans la séduction, avoir des discussions. Puis une des choses que j'ai remarquées dans les dernières années qui m'a vraiment touchée dans les séries jeunesse, puis pour moi, c'est vraiment un impact positif pour les jeunes dans leur rapport entre eux et elles, mais aussi en rapport au monde dans lequel ils grandissent, c'est la notion de les produits culturels, ils développent des discussions qui, pour moi, sont courageuses. Tu sais, de plus en plus, on est comme plus dans une perception de peu importe comment tu es gauche ou tu peux faire des erreurs en tant qu'ado dans tes communications puis dans ton rapport interpersonnel, ben ça reste quand même qu'on va montrer des exemples de courage relationnel. Puis ça, pour moi, c'est comme une nouveauté. Peut-être que j'avais pas assez consommé d'œuvres, adolescentes avant, mais quand même, on pense à Young Royal, Heartstopper, Sex Education. Moi, j'avais écouté Le Chalet au Québec, Steven Universe, Heartbreak High dernièrement aussi en Australie, qui sont pour quelques-uns, des Heartbreak High, par exemple, qui est un reboot, mais il y a des discussions d'une difficulté impensable, comme même pour les adultes, de voir des jeunes décider d'aller de l'avant pour des discussions compliquées et complexes sur le consentement sexuel, sur, Heu, genre leur masculinité toxique intériorisée, tu sais? C'est pas dit de cette façon-là, c'est amené avec un grand tact, mais quand même. Puis la deuxième chose que moi j'ai observée, surtout dans les dernières années, c'est la posture de l'amitié, la valorisation de l'amitié, de la posture amicale dans ces séries-là a vraiment pris un step. Comme on sait de plus en plus qu'il faut faire attention là, dans les médias de pas survaloriser, le rapport amoureux. En tout cas, nous, au Québec, il y a plusieurs autrices qui ont réfléchi à ça, qui ont fait des recherches aussi sur comme toute la manosphère, le inceldom. Puis on se rend compte que, tu sais, de survaloriser le rapport romantique, ben ça crée peut-être encore une fois, comme Gabrielle, tu le disais, tu sais, ce gap-là hyper genré, hyper sexiste, tu sais, quand au final, ben, tu sais, si on parle d'amitié, peu importe ton statut relationnel avec l'autre, ben ça nous amène toujours à comprendre les mêmes choses, puis cette posture-là est juste fantastique en soi. Fait que c'est un peu les choses que j'avais envie de dire. Puis, pour ce qui est des impacts négatifs, ben, une des choses que j'ai envie de reprendre, c'est Pierre-Luc Funk, dernièrement, un acteur québécois qui a dit à tout le monde en parle, tu sais, si on ne prend pas de risque, puis ça, Marianne, peut-être que ça te parle peut-être plus, mais si on ne prend pas de risque en termes de production de contenu jeunesse, ben on va finir par, tu sais, il y a des boîtes de diffusion qui rachètent des trucs comme, mettons, Euphoria, puis tu comme, Christy, tu sais, nous, dans le chalet, il fallait justifier un coup de poing, puis il fallait que le personnage s'en veulent, s'excusent, des choses comme ça, ce qui est vraiment fantastique, tu sais. Mais mettons, tu sais, c'est vrai que puis il dit, quote unquote, tu sais, on achète Euphoria, puis il sniffe du fentanyl sur un couteau, tu sais. Fait qu'à un moment donné aussi, c'est comme, on a comme une grande responsabilité peut-être, puis les boîtes de prod aussi ont une grande responsabilité, mais je sens vraiment que ça tend à changer, puis le mouvement se fait de façon vraiment
extraordinaire, à mon sens, vraiment. Merci Estelle, merci à toutes pour tous les points que vous avez mentionnés. C'est sûr qu'on va y revenir pour certains, notamment pour les médias comme Estelle, elle en parlait tout juste à l'instant. Gabrielle, Marianne, une question plus particulièrement pour vous. D'après vous, quel serait le potentiel des médias jeunesse en matière de sensibilisation? Marianne ou Gabrielle, est-ce que je choisis pour Oui, vous? mais je te dire, j'adore ce que tu dis, là, Estelle, le courage relationnel puis la complexité là, des relations. Je trouve ça hyper important. Puis, tu sais, je sais que nous, à TFO, quand on travaille avec des producteurs, tu sais, on travaille au développement des séries. Puis, tu sais, comme c'est vraiment, vraiment important. Puis, c'est important aussi qu'il y ait pas, qu'on montre la complexité des émotions, la complexité des relations, puis qu'on montre qu'il n'y a pas nécessairement des solutions à tout, tu sais. Donc, c'est hyper important. Donc, moi, je pense que le potentiel est grand en matière de sensibilisation pour les relations saines. Je pense que les jeunes sont très influencés par les contenus qu'ils voient. Euh, Puis, ben, je pense que ça nous donne, nous, en tout cas, comme diffuseurs, producteurs, la possibilité de montrer des relations saines, équilibrées. Je pense des relations qui ne sont pas stéréotypées, comme ça, c'est bien important là, pour moi quand je travaille avec des producteurs. En fait, on veut le contraire. On veut aller contre les stéréotypes. Fait que quand un producteur me présente une série préscolaire ou pour les qui disent que c'est un girl show puis que tout est rose, je suis comme non, ça c'est vraiment, vraiment pas pour nous. C'est le contraire qu'on veut montrer. On veut montrer des modèles qui sont peut-être non traditionnels, mais maintenant ça commence à être pour tout le monde. Ça nous donne aussi la possibilité de montrer des modèles de familles différentes aussi. Bon, des familles homoparentales, des familles monoparentales, des familles où c'est les grands-parents qui élèvent les enfants. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes des couples mixtes aussi. Donc, nous, on a la possibilité peut-être de montrer le modèle de la société qu'on aimerait avoir. Donc, je pense qu'on a un peu ce pouvoir-là. Puis, c'est vraiment la diversité, la tolérance, l'inclusivité. Euh, euh, Puis, je pense que nos contenus peuvent aider. Puis, c'est peut-être pas des modèles qu'ils ont, eux, à la maison. Euh, donc, voilà. Oui, je pense que sans que ça soit une leçon ou une morale. C'est sûr qu'on est un diffuseur éducatif, mais on veut quand même être divertissant. C'est hyper important pour nous. On ne remplace pas l'école, puis on ne remplace pas les devoirs. Donc, c'est de faire les deux en même temps, mais je pense que c'est absolument possible. Oui. Est-ce que Gabrielle, tu penses du même ton pour le potentiel des médias jeunesse? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes copanélistes disent, évidemment. Pour ce qui est des jeux vidéo, je vais commencer par parler des jeux qui voudraient sensibiliser consciemment, donc qui ont une intention de sensibilisation pour avoir fait de la recherche, des recherches sur notamment le potentiel de sensibilisation de la parodie. Bon, j'ai fait une étude sur Le cœur a ses raisons dans le cadre de ma thèse, mais ça, c'est dans une autre vie. Mais aussi une étude sur les jeux à conscientisation environnementale. Puis ce qu'on remarque, c'est que la conscientisation se fait rarement d'elle-même dans un contexte de visionnement ou de jeu ordinaire. C'est-à-dire que quand on joue pour se divertir, on a rarement les dispositions mentales pour commencer à réfléchir à ce qu'on voit, puis à prendre une distance critique, tout ça. Ça arrive chez certaines personnes, mais pas nécessairement chez tous les joueurs. Ce que je dis, moi, souvent, c'est que là où il va y avoir sensibilisation ou là où les médias peuvent réellement avoir un impact, c'est quand plusieurs productions dans différents types de médias se mettent à divulguer des relations intimes entre personnes du même sexe, des personnes non binaires, des modèles alternatifs, des types de relations alternatives, et que là, ça finit par se normaliser parce qu'on en voit partout. Et je pense que c'est ce que mes collègues disaient, et je pense qu'il y a beaucoup de ça en télévision en ce moment. On aborde peut-être plus justement des modèles alternatifs en télévision qu'en jeux vidéo, mais ça commence aussi en jeux vidéo, ça je vais en reparler plus tard. Mais donc, c'est dans
la répétition, encore une fois, qu'on peut dénaturaliser les stéréotypes plus qu'une seule occurrence. S'il y a juste un jeu vidéo qui met en scène une relation homosexuelle, on ne changera pas le monde avec ce jeu-là. Mais le fait que ça commence à se normaliser d'un jeu à l'autre, puis ça commence à arriver, moi aussi, je suis quand même assez positive là-dessus, mais c'est là que ça commence à avoir un impact. Si on voulait conscientiser au moyen d'un jeu, ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'on le fasse jouer dans un contexte où il y a un éducateur, un parent ou n'importe quel facilitateur, là, pour reprendre un concept de Fréré, qui serait là pour se servir de la production médiatique pour susciter une discussion. Puis ce qui est encourageant, c'est que j'ai remarqué dans mes recherches que parfois ces discussions-là naissent dans les forums en ligne qui rassemblent les adeptes du même jeu. Donc, sans nécessairement avoir un facilitateur qui est une figure d'autorité, des fois, les jeunes finissent par parler de ça entre eux. Et là, ah ouais, c'est vrai, j'avais joué à ce jeu-là, mais je n'avais pas pensé que ça permettait de voir les choses sous cet angle-là, etc. Donc, ça peut être intéressant de voir que les forums en ligne sont parfois des lieux où il y a de la toxicité, mais sont aussi des lieux où il y a certaines prises de conscience. Puis juste pour dire, le souligner pour certaines personnes, si jamais ça vous intéresse, je pourrais rester en contact avec vous. Mais en ce moment, je suis en train de réaliser avec des collègues une recherche où on se promène dans les écoles primaires puis aussi on est allé dans une maison des jeunes, on va peut-être faire d'autres maisons des jeunes, avec un jeu de société qui s'appelle Les Choix de Raphaël, qui a été conçu à la demande de l'Auberge de l'Amitié, qui est un organisme qui offre des services pour les femmes et les enfants victimes de violences. Donc, c'est un jeu coopératif qui a pour objectif justement de prévenir la violence chez les enfants en les informant, les outillant pour qu'ils soient capables de faire des choix éclairés s'ils font face à des situations où la violence est présente. Et justement, donc, avec ces études-là, on essaie de comprendre à quel point ça peut fonctionner dans un contexte où le jeu est encadré, à quel point la sensibilisation peut fonctionner, puis dans quel contexte le potentiel de sensibilisation a le plus de chances de s'actualiser. Donc, si le sujet vous intéresse, ben, écrivez-moi et puis j'essaierai de vous tenir au courant parce que je n'ai pas encore les résultats à cette recherche-là. C'est sûr qu'on serait hyper intéressés. Et on vous contactera à ce propos, Gabrielle. Mais je pense que vous avez plus ou moins répondu à la question que j'ai après, mais juste pour être sûr et que pour les personnes dans l'audience, on soit d'accord, Marianne et Gabrielle, vous seriez d'avis qu'il y a une grande responsabilité des compagnies de production et des compagnies de jeux vidéo, pardon, une grosse responsabilité par rapport au message véhiculé. Oui, complètement. Il y a la responsabilité du producteur et du diffuseur aussi. Donc, réfléchir au public puis l'impact que ça va avoir sur eux. Puis, je pense que c'est notre responsabilité de modeler le monde qui est là. Puis, pour les francophones en situation minoritaire, c'est beaucoup des communautés issues de l'immigration, comme de plus en plus. Donc, pour nous, c'est vraiment une valeur de montrer. Donc, on a une nouvelle série qui monte... qui s'appelle Hôtel Beyrouth, qui est pour ados, mais qui montre l'histoire d'une famille immigrante à la fin des années 80 qui a fui la guerre du Liban, qui se retrouve à Ottawa. Donc, c'est un peu l'histoire des jeunes. Donc, puis j'ai jamais vu de série comme ça. Jamais, jamais. Puis, tu sais, je sais que, je pense que c'est ce qui fait qu'on est différent comme diffuseur. Je crois que les productrices sont allées chez les diffuseurs au Québec puis qui ont essayé un peu de vendre la série, mais je pense que ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas si on est rendu là partout, mais l'idée que Celle disait tout à l'heure de prendre des risques, je pense que c'est hyper important, vraiment, vraiment important. Puis, c'est la seule façon que les gens vont se sentir inclus, vont voir des histoires qui leur ressemblent. Puis c'est comme, je sais qu'en tout cas à TFO, puis je pense un peu partout, c'est les conversations que j'entends, c'est dans les valeurs. Ouais. Absolument. Gabrielle, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport aux jeux Oui, vidéo? moi je pense que les compagnies de jeux vidéo ont une très grande responsabilité par rapport au message véhiculé. Il fut un temps où les studios avaient vraiment peu de considération pour les stéréotypes, les idéologies, les valeurs que leurs jeux véhiculaient,
mais il y a eu quelques vagues de dénonciation du sexisme dans la culture vidéoludique sur les réseaux sociaux ces dernières années. Puis ça semble avoir déclenché une certaine prise de conscience dans l'industrie euh, sur le plan des représentations dans les jeux. En tout cas, moi, j'ai vu la différence. Puis ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais le travail que je fais. Donc, je suis quand même assez fière parce que j'ai un peu contribué à ça, moi aussi, en faisant quelques sorties dans les médias pour dénoncer le sexisme. Mais ça montre que notre travail n'est pas vain. Des fois, on finit par se faire entendre si on est plus qu'une voix, évidemment, si on met nos voix ensemble pour dénoncer des phénomènes. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé au niveau des jeux vidéo? Ben, par exemple, pour reprendre des exemples dont j'ai parlé tout à l'heure, mais si on pense au personnage de Lara Croft, si on regarde d'un opus à l'autre, ben là, un physique de plus en plus athlétique, ses tenues sont de plus en plus appropriées à ses activités périlleuses. Si on se fie au film qui vient de sortir de Super Mario Bros., ben, c'est à parier que le prochain opus de Super Mario va conférer un rôle plus actif à la princesse. Puis je serais vraiment surprise de voir des jeux où on peut s'adonner à du proxénétisme, là, comme on l'avait dans GTA. Je serais vraiment surprise de voir des jeux comme ça voir le jour en 2024 et plus parce que ça passe plus, on dirait aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité. Je pense quand même que les parents ont une responsabilité aussi parce que, comme les films, les jeux sont classés par âge. Hein. Donc, si on accepte comme parent que notre jeune de 11 ans, par exemple, joue à GTA, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le contenu lui convienne. Puis, à ce moment-là, si on l'accepte, parce que moi, je comprends que des parents peuvent l'accepter, hein, si tous les amis jouent, c'est difficile de dire non, mais à ce moment-là, notre encadrement est vraiment important. Puis, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir à côté de notre enfant, puis de le regarder jouer un peu, puis lui donner quelques sons de cloche, même si, évidemment, on aime profiter des périodes où il joue pour prendre du temps pour nous. Mais je ne dis pas de les regarder tout le temps jouer, mais de temps en temps, juste pour s'assurer qu'ils sont critiques, qu'ils comprennent. Et en ce qui concerne l'intimidation et le harcèlement sexuel au sein des communautés de joueurs, ben là, la situation, elle s'améliore moins vite. Donc, c'est surtout là où le bas blesse en ce moment dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de studios qui commencent à réaliser que la toxicité dans les communautés, ça nuit à la pérennité de leur jeu parce que, veut pas, une communauté toxique, ben, ça donne pas le goût aux joueurs de rester. En tout cas, pas à tous les joueurs. Donc, ils essayent de mettre en place des mécanismes de modération. Ils vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider à faire ça en flaguant des insultes, tout ça. Mais les joueurs trouvent souvent le moyen de contourner les systèmes de filtrage. Donc, au final, j'ai l'impression que c'est aussi avec l'éducation jeune, la sensibilisation qu'on va arriver à contrer ce phénomène-là en leur faisant valoir, par exemple, que on provoque de réelles émotions quand on est en ligne. C'est pas parce que c'est en ligne que ça ne fait pas de mal à la personne, etc. Puis aussi, il faut le dire, les studios peuvent faire de la prévention plutôt que d'être toujours en mode éteindre des feux, là, en incluant des mécaniques de jeu qui vont favoriser des rapports cordiaux, comme des mécaniques coopératives, par exemple. Donc, il y a moyen de prendre des moyens il y a moyen de mettre en place des mesures pour prévenir plutôt que guérir. Totalement d'accord avec toi, Gabrielle, et je suis même sûre que Alice est d'accord avec toi et avec Marianne, et c'est sûr Estelle, mais plus particulièrement par rapport aux compagnies de production et de jeux vidéo, mais plus particulièrement en tant que rôle des parents, Alice. euh, D'après toi, quel est ton rôle de parent? Quel serait le rôle des parents dans la promotion des relations saines? Mais déjà, ça dépend. Là, je vais prendre du coup parce que mes enfants ont entre 6 et 21 ans. Donc, évidemment, ça dépend de l'âge. Ça dépend de quel âge, de quel enfant on parle et donc à quelle période de son développement il est. Parce que quand ils sont jeunes, ils absorbent énormément d'informations. Ils absorbent énormément d'informations autour d'eux. Et donc, oui, c'est la partie où il faut être comme proactif et se dire, OK, il faut faire des efforts. Mais je pense que le mot important de la question, c'est promotion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la promotion? Comment est-ce qu'on montre que ces modèles-là, ce sont des bons modèles? Et donc, évidemment, comme je disais, quand ils sont jeunes, il faut le faire. Je pense que c'est important, par contre, pour ceux qui nous entendent, qui travaillent avec les parents ou qui sont parents,
il y a quand même un petit peu de stress qui va avec ça, parce que c'est une grosse responsabilité de dire, si je vous dis, votre rôle est important, faites attention, là, du coup, il y a un petit stress, parce que c'est, OK, comment est-ce que je le fais? Et je pense que si je peux calmer votre stress en étant parent de tous ces enfants, donc j'ai vu plusieurs étapes, mais aussi par rapport à nos identités avec lesquelles on jongle, c'est de dire n'essayez pas de tout faire. Recentrez-vous sur vos valeurs. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Si vous vivez vos valeurs, vous allez les trouver. Vous allez trouver des exemples pour ouvrir l'esprit de vos enfants. Vous allez trouver les exemples de faire la promotion de ces relations saines. Par exemple, moi, je ne me vois pas lire un conte de fées sans avoir des petits moments. Excusez-moi, d'embrasser une femme qui a dormi, c'est pas possible. Et c'est même plus, oh, attention, il faut que j'ai mon rôle d'apprendre à mes enfants, j'ai cette pression. Non, je représente mes valeurs, je pense pas que c'est correct d'embrasser une femme qui dort. Donc, je vais le mentionner. Et c'est pareil quand on va regarder des émissions, des séries, qu'on va lire des livres. Et donc, oui, on peut s'exposer à des choses. Moi, je sais que je suis une grande fan de Disney. Et il y a des Disney qui sont extrêmement problématiques. Il y en a que, oui, j'ai enlevé mon répertoire parce que c'est pas possible. Les Peter Pan, ils ne toucheront plus les yeux de mes enfants parce que c'est pas possible. Mais il y en a, je suis ouverte parce que je suis capable d'arrêter le film, par exemple, et de dire, voilà, ça, je suis pas d'accord. Ou quand il y a quelque chose qui se passe, je dis, non, ça, tu vois, c'était à cette époque, ça se fait moins, et qu'il y a un esprit critique, donc c'est des occasions. Donc, soyez juste alignez-vous avec vos valeurs et enlevez un peu de pression. Ça, c'était important. Ensuite, quand ils grandissent, désolée par contre de vous apprendre cette mauvaise information, peut-être que là, c'est plus, ce sera plus de pression, je ne peux rien faire pour vous, c'est qu'ensuite, votre rôle, il est plus important du tout, parce que vous avez beaucoup moins d'influence sur vos enfants. C'est les pères et les amis qui ont plus d'influence. Donc, oui, quand ils grandissent, vous perdez un peu ce lien et cette connexion, parce que naturellement, ils vont vers l'extérieur. Vous n'êtes plus la personne qu'ils vont écouter, vous n'êtes plus leur référent, vous n'êtes plus la personne qui vont forcément... c'est ça. Vos avis sont là, mais ça ne va pas être les plus importants. Mais ils vont écouter. Ils vont écouter de façon un petit peu secondaire, distante. Donc là où les parents, je pense qu'ils ont vraiment un rôle important, c'est juste vous êtes des exemples. On est des exemples. Ils vont continuer à regarder comment on gère nos relations. Ils vont continuer à écouter quand on parle de nos relations. Ils vont continuer à avoir cette conscience qui est un peu latente, qui ne sera plus directe. Et donc, c'est encore une fois de continuer avec représenter nos valeurs et d'avoir des commentaires, comme quand ils regardent des émissions de télé-réalité en disant moi, je ne suis pas trop d'accord. Et je pense qu'en plus, et là, je prends même plus entre 6 et 21, je pense même maintenant, dans ma trentaine, et peut-être plus tard, c'est qu'en fait, ils écoutent. Maintenant, on sait. On écoutait quand on était jeune. On ne leur a pas dit, on n'a pas réalisé, mais on écoutait. Et aujourd'hui, on réalise. Et donc, je pense que c'est ça le rôle de parent. C'est un rôle d'être un exemple, d'apprendre, de travailler sur soi, en fait, d'être aligné avec nos valeurs, aligné avec ce qu'on veut pour nos enfants voilà, de garder l'œil là-dessus. Et au final, peu importe comment ça se passe, au final, de l'autre côté, c'est payant. Oui, allez, je suis totalement d'accord avec toi. Tous tes points sont impactants. J'espère que personne ne va le prendre personnellement ou devrait. Ça, c'est vous de décider. Mais tu as mentionné plusieurs fois, enfin, tantôt à la première question et maintenant encore à ce moment-là, des téléréalités. Donc, j'avais une petite réflexion, comme je savais qu'on allait forcément en reparler, que déjà tu ai mis les, le terme que je viens juste d'utiliser, la télé-réalité comme des œuvres de fiction. J'ai trouvé ça déjà très intéressant parce que quelque part, c'est sûr que ça l'est. Donc, quel contrôle tu penses qu'il serait raisonnable d'avoir sur la consommation d'œuvres de fiction de nos jeunes? Quand on parle des jeunes et de contrôle, déjà, je trouve que c'est des mots qui ne devraient pas aller ensemble. Parce que si on se sent encore le besoin de contrôler la consommation des jeunes, c'est déjà, est-ce que ça dit, oh, je vois que mes enfants, ils n'ont pas l'esprit critique. Oh, mes enfants sont trop influençables. Déjà, oui, il y a une tension parce qu'on se dit, oh, il faut que je contrôle. Je pense que c'est le désir qui est révélateur en fait d'un besoin. De dire, si moi je pense qu'il faut que je contrôle, non, c'est pas contrôler. C'est qu'est-ce qui se passe avec la façon dont ils consomment. Qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils consomment. Donc, je pense que non. Moi, je séparais les deux. Je pense que j'ai parlé 2 fois des téléréalités parce que moi, je déteste les téléréalités. Je ne consomme pas de téléréalité, quelle que soit la sorte. Mais je n'ai aucun jugement de valeur. C'est vraiment parce que je n'aime pas ça et que ça me stresse, en fait, parce que je n'aime pas. Et donc, mais mes enfants, ça a été le moment où Un ils ont... problème de divertissement. C'est clairement juste, c'est pas assez divertissant Et pour moi, ça toi. me divertit pas, donc je ne regarde pas. Mais quand mes enfants ont commencé à regarder, et c'est vrai qu'il y en a qui sont
terribles. Vraiment, il y en a, même quand il m'expliquait le concept, j'étais comme, mais c'est n'importe quoi. Qui a inventé ça? Comment ils ont pu vendre ça à la production, hein? Peut-être que Oui, Marianne c'est pourrait ça. nous Mais en même expliquer temps, comment c'est ça drôle parce que arrive. mon premier réflexe, ça pourrait être non. Je trouve que c'est de la trash TV, c'est pas bon, regarde pas ça, je suis pas d'accord. Et en même temps, quand on s'ouvre l'esprit, qu'on les entend parler et qu'ils sont comme ça, qu'ils montrent qu'ils ont un esprit critique, c'est drôle, c'est divertissant, mais je sais que c'est ridicule et je sais que c'est pas réaliste. Mais finalement, moi, ça me rassure parce qu'ils consomment des choses, mais ils sont capables d'avoir un esprit critique. Donc, c'est pas bon de restreindre l'accès du coup dans ces cas-là. Donc, c'est plus qu'est-ce qu'ils consomment et comment ils consomment. Euh, donc, c'est ça, moi, quand j'entends contrôle. Et c'est vrai que l'organisation pour laquelle je travaille, on part du principe que les jeunes, ils en savent plus qu'on le pense et qu'ils sont plus ouverts d'esprit qu'on le pense. Et donc, restreindre, c'est restreindre des opportunités d'éducation, et c'est ça, comme je disais. Donc, je pense qu'il faut être sensible à continuer à montrer des bons exemples, à informer, à éduquer, mais aussi à faire confiance. Je pense qu'il faut au moment à faire confiance. Si on a l'impression qu'on ne peut pas faire confiance, ben là, c'est un autre problème. Mais ça, c'est vraiment pour les jeunes. Quand on parle des enfants, c'est certain que c'est pas du tout la même chose. Comme disait Gabriel, il y a des âges sur les films, sur les jeux, etc. Donc, c'est aussi à nous en tant que parent, de prendre les bons choix. C'est assez facile pour moi de trouver les limites parce que pour moi, la limite, c'est la sécurité. Sécurité physique, émotionnelle, psychologique, etc. Donc, mon rôle de parent, c'est de les garder en sécurité. Donc, si vraiment je vois que mes ados vont consommer des contenus ultra violents ou inappropriés, je sais que moi, mes enfants, par exemple, ils sont noirs, tout ce qui est violence policière, images d'agression, quand je vois qu'il y a quelque chose dans les nouvelles, je leur dis, faites attention. En plus, ça va être dur à regarder parce que c'est des images qui sont dures à regarder, mais ça vient chercher votre identité. Donc, il faut que vous soyez prêts à le recevoir parce que ça peut vous chambouler pendant longtemps. C'est pas juste une vidéo que vous consommez, c'est une réalité. Donc, il y a certaines limites où, quand je pense qu'il y a quelque chose pour la sécurité, je suis comme, faut faire attention. Et puis, je suis pas là pour leur faire plaisir aussi. Donc, voilà, s'ils veulent se plaindre que je les empêche de faire des trucs, c'est pas mon problème. Et donc, voilà, je me situe sur la sécurité. Mais si je pense qu'il n'y a pas un problème de sécurité, je préfère aller vers l'éducation et l'ouverture d'esprit qu'autre chose. Je pense que c'est la bonne façon de trouver l'équilibre. Ouais. C'est donc le mot qu'on devrait retenir, ce serait pas contrôle, mais plutôt équilibre. Et je suis sûre, enfin, je serais peut-être intéressée, je m'éloigne un peu du script, Marianne, en tant que directrice de production, en tant que personne qui travaille dans un établissement de diffusion, et en tant que parent, Gabriel et Alice ont parlé de restrictions d'âge pour certains programmes. À quel point ça peut être difficile quand c'est quelque chose qui arrive chez vous. Donc, par exemple, vous avez des enfants, vous savez que c'est un super bon programme. Vous connaissez vos enfants, vous savez que, OK, ils n'ont pas 15 ans, mais je sais qu'ils vont comprendre. C'est quelque chose que vous pourriez conseiller, si vous connaissez assez bien vos enfants, le programme, ben, il est correct, ou il faudrait absolument se dire que restriction d'âge est là pour une raison, et donc à ce moment-là, il faudrait le respecter. Euh, ben, j'ai de la difficulté à répondre parce que nous, tu sais, on est éducatif, donc on fait très attention à nos choix de contenu. OK. Ouais, donc, tu sais, je sais que la télé-réalité, là, on n'achète pas ça, nous, on présente pas ça, donc c'est pas dans nos valeurs. Tu sais, c'est sûr qu'on a des contenus pour adolescents, c'est des contenus où est-ce qu'il y aurait peut-être tu sais, un peu de sexualité. Donc, ça, on va dire que c'est des contenus adolescents, jeunes adultes. Euh, ouais. Oui, je pense que oui. Mais j'aimerais réagir sur quelque chose par rapport au contrôle. Je trouve que c'est un sujet très intéressant là, que Alice Mais disait. je t'en prie. Oui. On sait quand même qu'il y a un potentiel addictif en tout cas aux plateformes. Là. Maintenant, il y a plein d'études, puis tu sais, on sait qu'il y a ça. Donc, oui, il faut l'équilibre, mais comment faire sans que ça soit la règle que tu n'as pas le droit d'être sur les écrans plus que deux heures par jour ou tu as juste le droit de regarder une émission ou je sais qu'il y a des parents que c'est 20 minutes par jour, tu sais, sans que ça soit un contrôle. Je ne sais pas si tu as une réponse pour ça, là, Alice. Oui, je vois. Non, après, c'est une question qui est très vaste parce que moi, Oui, c'est ça.
vais pas dire que je la diviserais, comme je vais pas y répondre du coup, parce que c'est vraiment une trop longue question, parce que ça serait Oui, compliqué. Parce qu'il y a, en termes d'identité aussi, il y a comment ils consomment, avec quoi en fait, donc, réseaux oui, sociaux, télé, oui, etc. Donc oui, ça aussi, les tu as réseaux sociaux, raison. trop d'informations en même temps. Donc oui, ils Mhm. pourraient absorber ou ils pourraient rien absorber, parce qu'après 20 TikTok, qu'est-ce qu'ils ont vraiment retenu de l'information? On n'est pas certain. Alors que si on regarde un film, on sait qu'ils ont passé tel temps d'heures à regarder ce contenu. Je sais que moi, j'ai ma fille de 15 ans qui lit énormément, beaucoup, 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 beaucoup. Oui, J'ai pas tendance à me dire, je vais l'empêcher de lire, mais quand même, des fois, je me dis, si elle lit que des romances, elle va être dans un monde où c'est comme la romance romantique, puis on en a parlé de la romance. Donc, c'est certain qu'il y a comment ils le consomment, puis moi, la question des écrans aussi. Parce qu'un livre et ben un c'est ça. téléphone, Puis comme tu as des enfants de chose 6 ans, ouais, 6 ans et 20 ans, tu as comme deux générations. Puis je sais que oui, moi, mes oui, enfants, ils ont 20 ans. Puis ben, c'est sûr qu'on s'en doutait, mais on le savait moins là, qu'il y avait un potentiel addictif. Puis maintenant, on le sait, ils en parlent dans les médias. Tu sais, il y a des. Tu sais, je sais qu'ici à Toronto, sont en train d'amener le Toronto Holistic School Board sont en train d'amener tu sais, Meta en cours pour l'addiction des jeunes. Fait que, tu sais comment les parents font maintenant sans que ce mais soit un contrôle. je pense que j'ai répondu à ça en fait, parce que Oui, c'est pas le contrôle, c'est oui, pourquoi on veut c'est pourquoi. contrôler. Oui, oui, oui. Quel est le comportement qu'on veut contrôler, quelle est la situation. Parce Mhm. que vraiment, encore je le dis, moi je pense que le contrôle, c'est pas réaliste. C'est pas ça Non, qu'on ce qu'on doit, la promotion, nous ce qu'on doit faire, on doit faire la promotion de l'autorégulation. oui, C'est-à-dire comment est-ce que toi, c'est tu te régules, exactement ça. moi, voilà. Donc, si on commence à contrôler, 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 ben, de toute façon, en plus, les Ça va jeunes faire encore le plus. contraire. Ça va faire le contraire. Exactement, Ils vont exactement. Ils vont vouloir réguler le d'une faire façon. plus. Oui, Moi, je sais que c'est ça, en grandissant, il n'y a pas d'écran chez moi la semaine parce que mes enfants, ils ont des besoins qui font que si tu les mets devant des écrans, la dopamine, etc. Donc, on ne va pas revenir dans oui, les détails, mais il n'y a pas d'écran. Je vois bien qu'en grandissant, il va y avoir de plus en plus de tension, de tension, de tension. oui, Donc, il faut contrôler sur l'autorégulation, l'autórégulation. Et ensuite, il faut les lâcher et te dire, ben voilà, pratique ton autorégulation. Ça va marcher, ça va pas marcher. Il y aura des bons et des mauvais moments. Mais oui. notre rôle de parent, c'est quoi? L'adaptation. Notre rôle de parent, c'est de leur apprendre à s'autoréguler. C'est pas de les contrôler jusqu'à la fin de leur vie. Non, c'est Encore une exactement fois, ça. la limite, c'est la sécurité. C'est de dire non, si ces contenus-là te font du mal. C'est la conscience de soi. C'est d'encourager la conscience. Oui. Oui, je pense que Mhm. c'est ça que moi j'aurais tendance. Ouais. C'est comme ça que j'essaie Je suis d'analyser. d'accord. Je pense que ça dépassé par le monde. Oui, oui. Merci beaucoup, Alice et Marianne. Estelle, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Ben Je oui, ne sais ben pas en si jamais tu veux réagir sur l'une des questions ou avant la ben question que j'ai pour toi. Ben, en fait, ça fait du pouce avec la question. Fait que je peux vraiment juste quelques réactions là, face à ce qui s'est dit. Tu sais, je pense qu'il il y a vraiment des très belles choses qui se sont dites. En fait, moi, j'ai juste envie de dire, si on parle de relations saines, c'est un peu étrange de dire le mot contrôle. Fait que je pense qu'il faut aussi, genre, retourner par moment, voir c'est quoi la définition. Tu sais, un mot, c'est un concept. Le langage qu'on utilise, c'est genre c'est une arborescence conceptuelle, tu sais. Fait qu'il faut juste comme vraiment, vraiment faire attention à comme c'est vraiment genre dans quelle posture je me situe, peu importe je suis où, là, tu sais, si, les personnes qui nous écoutent sont des personnes, en intervention jeunesse ou n'importe quel, c'est où que je me situe moi par rapport à ça. Puis d'effectivement, tu sais, aller plus dans un langage comme autorégulation, tu sais, moment de qualité, tu sais, tu sais, moment TikTok, justement, c'est mon moment à moi, c'est mon moment avec mon parent ou c'est mon moment avec, genre, mon frère ou ma sœur. Tu sais, c'est comme, c'est notre petit moment. Moi, je suis vraiment dans comme, ben, tu sais, tant qu'à, genre, se nourrir, mettons, d'informations ou de divertissement, mais comme, il faut que, je pense quand même qu'au cœur de tout ça, tu sais, dans les arts de performance ou dans les arts cinématographiques, il faut toujours ramener la notion de, genre, de la présence, là. Tu sais, on est des êtres comme sociaux, qui avons créé comme une multitude de types d'art, justement. Puis tous ces leviers d'art sont comme vraiment incroyables en soi, chacune. Puis ouais, tu sais, comme c'est drôle parce
qu'on parle de ça. Puis moi, j'ai pour vrai travaillé dans un club vidéo dans ma vie. Je parais peut-être encore jeune, mais je suis pas si jeune, tu sais. Puis c'était vraiment un événement, là, aller chercher un film là, au club vidéo. Je pense que notre rapport aussi comme aux médias numériques, mais pas que, tu sais, la notion de médias streamés a quand même perdu de son sens du moment. Puis pour moi, c'est de réintégrer un peu la notion du moment de qualité. Tu sais, on peut vraiment juste par le langage, nommer des choses qui sont tout le temps, constamment dans une perspective positive, tu sais. Il y a par moments où on va, je pense, tu sais, même entre nous, entre amis, entre collègues, on est comme: «Tu peux-tu lâcher ton esti de cellulaire?» Genre pour vrai, tu sais, comme il y a des moments où comme, tu sais, le reflet, bah, ou genre le «j'en peux plus», tu sais, de cette, tu sais, de cette, connexion-là ou de cette surconnexion-là, tu sais, à notre monde numérique, tu sais, c'est sûr que c'est tannant à un moment donné, mais comme si on essaie de se sortir de ça puis de voir, OK, c'est quoi les potentiels, ben, je pense quand même qu'on peut être vraiment dans la notion du moment de qualité. Puis, tu sais, les cinémas existent toujours. Quand la radio, là, genre, a vu apparaître la télé, là, la radio était comme: «Shit, on va mourir». C'est jamais mort. Quand la télé est arrivée, là, le cinéma était comme: «Shit, on va mourir». Puis c'est jamais arrivé. Tu sais, les espaces sociaux ne sont pas encore morts non plus. Fait que juste, je pense que le salon, là, tu sais, genre, le salon, c'est un espace social, même s'il est plus dans l'espace privé. Le cinéma, c'est un espace, social. Hem Tu sais, le comportement de fermer son cellulaire pour écouter une œuvre cinématographique. Tu sais, il y a vraiment des choses qui s'incarnent en vieillissant aussi que je pense que c'est intéressant à avoir aussi. Mais voilà, c'était juste, mes petites réactions là, sinon, j'ai plein d'autres questions et aux questions que que vous avez là, Karine. Bah oui, totalement. Bah, je pense va falloir qu'on commence à clore la discussion et à Mmh, pouvoir répondre aux questions. Mais juste avant ça, plus particulièrement à Estelle, et puis je suis sûre mmh. que les autres panélistes aussi, vous allez avoir sûrement un point à- à partager avec nous. Est-ce qu'il y aurait des nuances pour toi à apporter à d'autres adultes, notamment comme étant sexologue, Mmh. euh, pour les adultes qui travaillent autour Ouais. des jeunes, comme par exemple dans un contexte scolaire? Est-ce il y a des nuances que tu pourrais apporter à ce moment-là? Ben oui, définitivement, tu sais, comme indépendamment de la posture, c'est bon parce qu'Alice tout à l'heure disait que les pères et les amis, à un moment donné, tu sais, c'est eux qui prennent vraiment beaucoup de place aussi. Mais ayant travaillé comme travailleuse de milieu en sexo, tu sais, puis dans une boîte de travailleurs de rue aussi, puis en ayant fait tellement de cours d'éducation à la sexualité en présentiel, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment une force, tu sais, c'est comme tu es le Jedi dans le fond dans les écoles, là, quand tu es intervenant ou intervenante. Peu importe la thématique que tu vas avoir, tu es comme la personne qui a vraiment une force peut-être qui est sous-estimée. Mais la posture justement de l'intervenant ou de l'intervenante dans un milieu scolaire, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Moi, je pense que, c'est une posture qui accentue le potentiel de contact aux jeunes et non pas l'inverse. Tu pas son parent, tu pas la personne non plus, genre, cool and board, de la maison des jeunes. Tu sais, pas jeune, tu es jeune, c'est pas clair. Il y a vraiment des leviers, là, tu sais, possibles et potentiels dans ce contexte, ce milieu de vie qu'est l'école, là, tu sais, spécifiquement. Et puis l'art, pour vrai, c'est un des leviers les plus rapides pour rentrer en contact avec les jeunes, rentrer en contact avec les gens de façon générale. Il y a tellement de types d'art, il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses, il y a tellement de possibles, de discussions. C'est une des premières questions que je posais en tant que sexologue quand j'arrivais dans un cours d'éducation à la sexualité, avant même d'avoir fait l'intro, me présenter. J'étais comme: «Ah, c'est quoi la dernière série que vous avez écoutée? C'est quoi l'affaire, là, ci, là, ça?» J'apprenais énormément de choses aussi, là, par rapport, aux relations interpersonnelles, de quelle façon c'était représenté, de quelle façon les jeunes les percevaient aussi. Mais c'est une façon vraiment expéditive, tu sais, d'avoir la confiance des gens. On ne peut pas connaître tous les produits culturels, des séries, des films et cetera. C'est vraiment pas possible. L'affaire, par exemple, c'est qu'en posant la question, en restant curieux, curieuse, beh, on peut quand même, tu sais, se nourrir des informations qu'on a pour
utiliser ce levier-là, tu sais. Fait que je donne, par exemple, tu sais, pour vrai, quand Euphoria est sorti, c'est sûr que les secondaires 4-5 n'osaient pas trop parler du fait qu'elles écoutaient Euphoria parce que c'est quand même à un niveau, tu sais, c'est une façon de faire, c'est vraiment intéressant. La réalisation est vraiment comme dopamisante, là, justement. Là, c'est vraiment de la grosse dope sale. C'est de la poudre aux yeux. Mais tu sais, les discussions qui étaient faites en parallèle, parce que moi, je me faisais beaucoup challenger là-dessus par rapport à la sexo. Puis je disais souvent aux jeunes, tu sais, vous savez que c'est de la poudre aux yeux pour parler, genre, de la crise des opioïdes, hein, Euphoria. Mais la face des jeunes de faire comme «Wait a minute, de quoi tu parles?» Puis j'étais comme, il y a plusieurs niveaux, tu sais, dans la scénarisation d'une œuvre cinématographique. Il ne faut jamais oublier, il y a le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Il y a des choses qu'il faut que vous soyez en mesure, tu sais, d'ouvrir votre vision de la patente. C'est quoi qu'a vit Rue, tu sais, le personnage principal? C'est une jeune qui a une dépression probablement passagère liée à genre son père qui est malade, se met à prendre des opioïdes et tombe dans le même processus que plein de jeunes, plein d'adultes, genre en Amérique du Nord tombent dedans. Fait qu'il y a comme tellement de choses qu'on peut adresser, qu'on peut critiquer, qu'on peut nommer. Hem Puis une des choses qui est fantastique aussi de la posture de l'intervention, c'est que si on est en plus dans un milieu scolaire, bien, on peut observer des comportements. Puis il y a des comportements qui sont de plus en plus insidieux, il y a des comportements qui sont de plus en plus difficiles, je trouve, à déceler. Fait que je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle de consentement sexuel en ligne, même si c'est pas légal en bas de 18 ans, là, en tout cas, whatever, malgré l'arrêt de... En tout cas, bref, c'est compliqué, mais comme quand on parle de ces choses-là, tu sais, on va entendre, mettons, moi, j'entendais des commentaires genre, ouais, mais madame, les gens ont des choses contre moi. Puis là, tu sais, il faut comme pas laisser une incompréhension passer, en fait. Ah, ben, tu sais, telle affaire, il s'est dit ça. Puis là, des fois, je suis comme, yo, man, de quoi vous parlez? Tu sais, de vraiment questionner, de rester curieux. Puis que si on a un doute, de vraiment aller creuser ce doute-là comme professionnel. Tu vois un jeune qui est genre, comme le cou tout le temps baissé, il est tout le temps dans son sel. Tu vois que, genre, ce jeune-là se morfond, sa corporalité change dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train, justement, comme Gabriel le disait, il vient-tu te faire crisser dehors, mettons, genre, de son comme groupe vraiment important, tu sais, genre sa communauté de gamers, tu sais, parce que je sais pas moi, il s'est fait outer de personnes trans, puis comme il voulait pas que genre les gens le savent. Tu sais, c'est comme il y a des choses qu'on peut remarquer, mais j'avoue que comme tout ce qui a trait à genre les produits culturels, le monde numérique, etc., ça devient quand même très difficile à déceler, mais c'est donc encore plus important de redoubler, en fait, d'observation. Fait que nous-mêmes, de peut-être, genre, pas se laisser porter par comme être distrait ou distraite, mais de vraiment comme être présent, d'être dans la bienveillance, puis de vraiment, genre, regarder, balayer, discuter avec les jeunes, essayer de voir comme qu'est-ce qui se passe. Puis, puis ouais, les produits culturels vont toujours être un super bon levier de discussion parce que c'est comment, ouais, tu sais, comme, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Puis c'est vraiment great, là. Tu es là, ah, OK. Fait que le body count, c'est great, super. En quoi c'est great? Fait que là, tu sais, essayer de ne pas être dans le jugement puis de nommer, ah, OK, qu'est-ce que tu as observé dans Sex Education? Ah, ben, tu sais, c'était too much parce que telle affaire. Puis, ah, OK, tu as vu ça comme c'était too much. Parfait, super. Tu sais, puis là, tu échanges. Mais en même temps, souvent, comme les jeunes vont parler des personnages qui les concernent, qui résonnent en eux, en elles, tu sais, puis ils vont parler des enjeux que, certains personnages vivent, tu sais. Fait que là, ça, c'est super intéressant. Puis c'est là où je pense qu'on a, en tant que soit intervenante ou comme parent, on a quand même une responsabilité de consommer des œuvres, là, tu sais, genre des produits culturels jeunesse. Hem, Moi, je le fais, puis ça l'a été, très, guérisseur, j'ai envie de dire ça. Fait que si vous vous attendez à écouter des affaires, comme à notre époque, comme on pourrait dire, on n'est plus là. Fait que peut-être justement, tu sais, comme je pense qu'on se doit quand même par moment de visionner des séries, d'aller à la rencontre de ces nouvelles, histoires-là. Puis, parce que de toute façon, les histoires sont tout le temps les mêmes. Fait que, tu sais, on adore se raconter le même conte, fait que, mais comment on le raconte maintenant, ça, c'est intéressant. Puis c'est là où je pense qu'on peut ouvrir nos horizons en tant qu'intervenant, intervenante, mais aussi en tant que parent, de voir comme
qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe. Puis ça m'est arrivé combien de fois que des enseignantes, par exemple, venaient me voir après puis me disaient, Estelle, là, sérieusement, je ne sais plus quoi faire. Là, ma fille, là, dans le fond, elle se cherche. Genre, là, elle écoute une série qui est full sombre. Elle parlait de la série Riverdale. Puis là, OK, il y a des lesbiennes. Puis là, elle était comme, OK, il y a des lesbiennes. C'est cool qu'il y a des lesbiennes, mais comme, je suis comme, hey, ça, c'est des lesbiennes qu'on ne sait pas trop s'ils vont mourir. Là, fait qu'on va suggérer quelque chose d'autre. Puis, tu sais, c'est trash, c'est tough, blablabla. Puis elle était comme, puis elle était perdue, tu sais, elle était un peu clueless, là, tu sais, cette femme-là. Mais ça a été tellement riche comme discussion. Puis j'étais comme, ben, vous êtes vraiment chanceuse, là, dans le fond, là, pour vos ados, là, parce que Heartstopper venait de sortir. Puis c'est tout son opposé, finalement. C'est comme hyper lumineux, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on se sent des fois dépassé par les choses, mais des fois de juste s'asseoir, de lire le livre, d'écouter même les derniers podcasts sur une série de je sais pas quoi. Ah, OK, on reste curieux, curieuse, puis on voit aussi où ça peut nous amener. Puis pour vrai, il y a vraiment des bénéfices à ça. Moi, j'en ai eu, puis ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de voir ces personnages-là qui s'émancipent. Euh, et fait que voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Estelle. Et j'ai vu pas mal de hochements de tête des autres panélistes. Donc, je veux partir du principe, on va partir du principe qu'elles elles sont d'accord avec les nuances que tu as apportées. Et donc, justement, juste vraiment pour conclure la discussion, avant que je vous pose les questions du public qui, je suis sûre, vont énormément vous intéresser. Est-ce que vous autres, au-delà de Estelle, à part s'il y en a d'autres qui lui viennent en tête, vous avez des œuvres de jeunesse? euh, des émissions de télé, des films, séries web, jeux vidéo que vous aimeriez souligner justement pour leur présentation intéressante des relations intimes. Estelle a parlé de sex education, moi j'ai beaucoup aimé. Ma petite sœur pas vraiment, et pourtant je suis là. Peut-être est-ce que c'est parce que je suis l'adulte et j'ai cette distance. Je pense que on avait aussi parlé peut-être pas. Récemment, moi j'ai regardé Turning Red sur Disney, une incroyable, c'est tellement bien fait cette histoire. J'étais avec des enfants qui s'étaient pas vraiment intéressés, mais moi j'étais énormément intéressée, donc peut-être que c'est plus pour les adultes, mais je vous laisse la parole. Alice, peut-être en premier. Mais justement, j'allais dire peut-être que je vais intervenir comme ça parce que moi, c'est pas mon métier, donc je pense que Gabriel et Marianne auront plus à dire. Moi, plutôt en tant que parent, déjà, j'avais fait une petite liste, mais Estelle m'a volé la moitié de ce qu'il y avait sur ma liste. Donc, Steven Universe, Heartstopper, tout ça, c'est des super séries. Moi, en tant que parent, ce que j'aimerais que mes enfants consomment et que j'aime consommer, je rejoins Estelle, c'est des contenus lumineux qui créent de la joie. Je veux bien qu'eux, ils consomment ce qu'ils veulent sur le côté, mais d'essayer d'insérer des choses qui sont beaucoup plus légères. Love Simon, en matière de ce qui est identité queer. Euh, je sais que pour notre identité noire, par exemple, quelqu'un l'a cité, mais je me souviens plus qui. Des fois, c'est dur parce que notre réalité est dure. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui sont lourdes, qui sont difficiles. Et c'est de rappeler aux jeunes, à mes enfants, si on le sait, on peut aller chercher de la légèreté. Il faut intentionnellement aller chercher de la légèreté et de la joie. Et donc ça, c'est important en tant que parent aussi de faire cette éducation-là, de dire, t'as pas forcément envie de passer ton temps là-dedans. Mais en même temps, et je vais peut-être ajouter un concept qui était un peu plus technique et que je vais inviter les gens à rechercher par curiosité, c'est l'intérêt cathartique des œuvres de fiction. C'est-à-dire, est-ce que je veux que mes enfants consomment des choses qui ne leur ressemblent pas pour qu'ils les explorent, mais pas à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'extérieur? Je pense beaucoup, moi, je déteste les films d'horreur. Je peux pas. Moi, personne peut. Ou alors la souffrance humaine, la souffrance animale. Moi, je ne veux pas consommer ça. Je ne veux rien savoir parce que moi, ça m'apporte rien. Parce que je n'ai pas les émotions que ça me provoque. J'ai pas besoin de les comprendre, de les vivre, de les faire traverser mon corps. Par contre, les gens qui vont consommer des films d'horreur, par exemple, bah, eux, ils ont besoin de se faire peur parce qu'ils ont un peu peur de leur peur. Donc, se faire peur, ça leur remonte. Oh, tu sais, je suis capable. Oh, je suis capable. Oh, je suis capable. Donc, tu sais, la restriction aussi de la fiction, c'est de dire, ben je, je prends peut-être une opportunité d'essayer de comprendre mes émotions, de les vivre dans mon corps, de savoir comment je peux les gérer. Et donc, je pense beaucoup, beaucoup à ça avec ce que je montre à mes enfants. Parce que je me rappelle, quand mes plus vieux étaient plus jeunes, d'avoir entendu des parents dire, moi, je veux pas qu'ils regardent ça, ça fait trop peur. Et je pense que c'était des dessins animés que moi, j'avais regardés, j'avais 5 ans, genre, tu sais, genre La Belle au bois dormant, quoi. Et moi, je me suis vraiment dit, je ne veux pas être le parent qui restreint mes enfants de vivre leurs émotions. Parce que l'autorégulation, c'est aussi quelle émotion je suis capable de vivre et comment.
Et donc, quand on vient à la question de, tu sais, quel âge, est-ce que moi, je veux vraiment faire confiance à la maturité de mes enfants et de me dire, bah, tu sais, t'as 12 ans, mais tu peux regarder quelque chose de plus vieux. Ma fille de 10 ans, je la laisse regarder des films de 12 parce que je sais qu'elle est capable. Parce que je veux qu'elle vive ses émotions si je pense qu'elle est prête. Donc, j'invite les parents à aussi se poser la question. Donner des contenus de joie, donner des contenus de joie, mais aussi laisser-leur la place d'explorer et de ressentir des choses et de jouer avec ça, je pense que c'est important. Donc ma liste était pas mal comme celle d'Estelle. Oui, non, sont consommés avec eux. Moi, je sais que quand tu parlais, Estelle, je pense à Encanto. Parce que la richesse de ce film, même en tant que intergénérationnel, enfin, les traumas intergénérationnels, enfin, moi, j'étais comme fascinée, quoi. Et donc, je trouve ça super de consommer avec eux aussi des choses plus légères comme des dessins animés parce que ça nous fait réfléchir et il y a des belles discussions. Je pense que dernièrement, il y a Inside Out, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, qui est sorti aussi, qui est aussi une belle occasion de discuter et de poser des questions. Donc oui, consommer intelligent, je pense. Ayez comme une intentionnalité, une réflexion, c'est bien. Ouais. Marianne, Gabriel, des émissions, des jeux de vidéo? Oui, ben moi, on a parlé des séries anglophones, donc il faut que je parle des séries francophones en situation minoritaire qu'on a sur tfo.org. Donc, la série Gang de hockey saison 1 et 2, une série sur le hockey féminin où il y a aussi des histoires d'amour, tout ça. Donc, très intéressante. Ainsi va Manu, saison 1 et 2. On a La vie compliquée de Léa Olivier. On a 3 saisons de La vie compliquée de Léa Olivier. On a Hôtel Beyrouth. On va faire une saison 2 d'Hôtel Beyrouth. On a une série française qu'on a achetée qui s'appelle Askip, donc où on parle de toutes sortes d'enjeux sociaux. On a le studio, on a Degrassi, mais c'est sûr que moi, bon, je suis une grande fan de Sex Education et Heartstopper, grande fan. La série Euphoria m'a traumatisée. J'ai juste regardé un épisode, puis j'étais pas capable, puis j'étais là, voyons donc, c'est ça que les jeunes font. J'ai demandé à mes filles, c'est ça qui se passe dans vos vies? Ils m'ont dit, maman, ils ont toutes mis comme ensemble. Tu sais, c'est pas des choses qui arrivent toutes en même temps, mais ça m'a vraiment traumatisée. Ouais. Ben, Merci. on a plusieurs questions dans le truc, donc je vais demander à Gabriel d'aller vraiment vite avec ses recommandations, mais je pense qu'on est un peu plus d'accord sur Euphoria. Je n'ai jamais regardé un seul épisode, mais ça a tellement influencé la culture que j'en entends parler tout le temps, donc j'ai l'impression que je l'ai vu. Ça suffit ce que vous me dites là-dessus. Gabriel? Ben, moi, je suis dans un tout autre registre, hein. Alors, Ouais. en fait, bon, j'ai pensé suggérer quelques jeux narratifs. Ça, c'est des jeux où les joueurs sont plongés dans un récit prédéfini. Donc, c'est pas eux qui font leur propre chemin dans l'histoire. Il y a entre autres Gone Home, qu'on cite souvent parce que c'est un jeu qui explore directement le thème de l'homosexualité, les difficultés qui peuvent venir de pair avec un coming out. Cela dit, on n'est pas trop dans la joie ici. Dans The Last of Us non plus, là, on est plutôt dans un univers post-apocalyptique, mais on a une protagoniste adolescente gay. On m'a suggéré aussi, j'ai pas joué, mais le jeu RPG Haven, qui met en scène un couple que tout le monde cherche à séparer, puis qui porte sur le thème de l'amour. Sinon, parmi les jeux ouverts, donc des jeux où les joueurs vont faire leur propre histoire en faisant des choix, ou bien carrément parce que c'est le joueur qui à travers ses contacts avec les autres joueurs, crée sa propre histoire. Ben, il y a Fable, Mass Effect, Skyrim, The Sims, Final Fantasy, qui sont tous des jeux où on a la possibilité de vivre des relations intimes avec des personnes du même sexe, dans certains cas même les mariés. Donc, ça vient un peu normaliser justement des relations homosexuelles qui étaient jusqu'à tout récemment peu représentées dans les jeux. Ce sont aussi des jeux où on peut personnaliser le look de son avatar. Puis ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est qu'on ne va pas rentrer en relation avec un personnage en faisant un clic. Ah, je veux être en couple avec cette personne-là. On doit le romancer, on doit choisir les bons dialogues pour entrer dans une relation plus intime avec ces personnages-là. Donc, bien que les jeux vidéo, je pense, ont encore beaucoup à faire pour arriver à développer la richesse des personnages qu'il y a dans les séries télé, par exemple,
mais on a de plus en plus ce genre de jeu-là. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que disaient mes copanélistes avec cette idée de quelque chose de léger, de joyeux, je suggérerais peut-être le jeu plus récent de Nintendo, Animal Crossing New Horizon, pour les jeunes, parce que, d'abord, on peut personnaliser son avatar sans choisir son genre. Donc là, il n'y a pas question de je lui attribue un genre féminin et puis je lui mets des items masculins. Donc, on se fout complètement du genre des avatars. Donc, ça, c'est quand même assez nouveau parce que habituellement, on a toujours à choisir. Et puis, il y a aussi des mécaniques de jeu qui favorisent les rapports cordiaux entre les joueurs, joueuses. Donc, c'est assez rare qu'il y ait de la toxicité dans Animal Crossing. Tout est possible. Je sais, j'ai entendu dire que des fois, les avatars se donnent des coups de pelle sur la tête, mais c'est plus pour rire. Bon. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est tellement un univers joyeux et il y a tellement pas de mécanique de compétition que ça n'encourage pas la toxicité. Donc, c'est une façon de nouer des relations avec d'autres joueurs parce que c'est un jeu multijoueur sans tomber dans le harcèlement puis l'intimidation. Écoutez, merci, chers panélistes, pour vos points, vos informations. Je suis sûre que le chat, en tout cas, moi, j'ai pris pas mal de notes mentales pour l'instant. C'est une bonne chose que ce soit enregistré. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir que je réécoute. Mais la première question du public que j'ai, elle est pour Gabrielle. Euh, de Manon. Salut Manon. Manon demande, donc peu importe les jeux vidéo, pardon, c'est surtout de s'assurer que notre jeune comprenne que ce n'est pas la réalité, comme GTA. Donc la différence entre incarner et observer les personnages. Oui, là, c'est sûr que ça dépend de l'âge. Moi, mon garçon, il a 5 ans et puis je pense qu'à 5 ans, je vais encore contrôler son accès à ce jeu-là. Donc, évidemment, c'est du cas par cas, il faut s'adapter à son jeune, sa maturité intellectuelle aussi, mais je pense qu'à partir du moment où on n'arrive plus à contrôler, parce que, de toute façon, si je lui enlève le jeu, il va aller jouer chez un ami ou, ils vont en parler dans la cour d'école. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, hein, essayer de censurer. Les jeunes trouvent des moyens de contourner ça. Donc, à ce moment-là, moi, j'utilisais le terme encadrement. Ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire en s'assoyant à côté de son jeune, jouer avec son jeune. Moi, j'avais connu une étudiante qui avait un garçon qui jouait beaucoup à GTA. Et puis, ce qu'elle faisait avec lui, c'est que elle allait jouer avec lui dans le jeu, parce que c'est un jeu ouvert, on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, elle allait avec lui dans le jeu, ils se promenaient en voiture, puis ils allaient voir le coucher de soleil sur une montagne ensemble, puis ils se parlaient. Fait que, tu sais, il y a moyen d'accompagner. C'était une joueuse, la mère en question, mais bon. Il y a moyen d'accompagner de toutes sortes de façons, puis d'avoir une discussion, justement, avec son jeune, penses-tu que c'est bon pour toi de jouer à ça? Penses-tu que ça t'affecte? Si ton jeune est ouvert à avoir ce genre de discussion-là, mais les décisions doivent se prendre ensemble. Moi, avec mon enfant de 5 ans, ce que je fais, c'est s'il veut jouer à la tablette, je lui dis, c'est pas bon pour toi de jouer trop longtemps. Regarde ton comportement, tu es impatient, tu es agité. J'essaie justement de l'amener tranquillement, pas vite, vers l'autorégulation, comme disait Alice. Puis, je reprends aussi une idée d'Alice. La sécurité, c'est vrai que c'est là où on peut mettre nos limites. Donc, si on considère que la santé mentale ou l'intégrité physique de nos jeunes sont en danger à cause des jeux auxquels ils jouent, par exemple, je ne sais pas moi, un jeu où on pense qu'il serait peut-être abordé par des adultes dans le jeu qui voudraient l'exploiter ou lui donner rendez-vous dans la vie réelle, etc. Si on a des doutes sur ce genre de sécurité-là, oui, là, on peut commencer à agir de façon plus prégnante. Si, par exemple, on a un jeune qui a un historique de harcèlement à l'école, d'intimidation à l'école, puis qui a vraiment difficilement vécu ça, on peut essayer de s'assurer qu'il ne vive pas ça dans ses jeux aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment aussi du cas par cas, puis faire confiance à son jeune, se faire confiance comme parent aussi, d'être capable de jauger la situation. Mais dans tous les cas, essayer de comprendre le jeu auquel vos enfants jouent, les jeux, essayez de les comprendre, qu'est-ce qui se passe dans ces jeux-là, pourquoi votre enfant y joue, qu'est-ce qu'il aime, est-ce que c'est parce que tous ses amis jouent aussi, et est-ce qu'il est critique par rapport au contenu que ça véhicule, tout ça. Je pense qu'on
on a déjà des bons outils à partir desquels travailler. C'est ça. Ben, je pense que, Manon a compris plus ou moins, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, les mots-clés, autorégulation, discussion, c'est revenu pas mal à travers vos propos à toutes. Maintenant, j'ai une question de Myriam. Hello Myriam, qui demande à tout le monde, donc celles qui se sentent de répondre peuvent prendre le micro et aller. Pensez-vous que le média littéraire, entre parenthèses roman, a un plus grand impact ou est-ce qu'il est similaire? Il y a de plus en plus de livres dans lesquels il y a de moins en moins de consentement. Même impression, c'est de pire en pire, plus tendance. Est-ce que vous avez compris la question? Je vais me Donc, permettre, si vous voulez. je suis en plein dedans. J'ai une fille de 15 ans qui lit tout le temps, qui ne lit que des romances. Donc, comme ça, c'est parfait. Euh, Moi, je dois dire qu'une des choses que j'ai découvert et que sans elle, je ne serais pas, il y a un choix gargantuesque, en fait. Il y a un choix de livres à lire, de romances qui est... Enfin, j'ai jamais vu ça dans dans les librairies où on va. Il y a tellement de choix. C'est assez incroyable. Donc, dire que c'est une tendance inquiétante, vu le nombre de livres, ça veut dire qu'on est exposé ou on a accès à ces livres-là, parce que vraiment, c'est une mer de livres. Euh, donc, je pense que ça n'a pas forcément plus, de ce que je vois en tout cas, ça n'a pas plus ou moins d'impact. Je pense que c'est quel type de livre et combien on en lit et dans quoi est-ce qu'on s'immerge en fait. Et c'est vrai que si on s'immerge dans des romances ou tu sais, c'est comme, c'est ça, où la romance est comme magnifiée, puis tu sais, c'est comme, c'est le but, ben, on en a parlé déjà, des conséquences que ça peut avoir, du fait que c'est mieux de parler d'amitié, etc. Donc, ça dépend vraiment, mais plus ils en consomment, plus il y a de la diversité. Moi, je sais qu'encore une fois, les jeunes, il faut leur faire confiance. Ils sont quand même assez conscients de ce qu'ils font et ce qui se passe. Et dans le cas de ma fille, elle va me parler de ce qu'elle appelle les tropes, qui existent aussi dans les séries ou dans les films, c'est de dire, elle sait très bien à quoi s'attendre, parce il y a un élément de prévisibilité dans les livres de romance. Ça, c'est vrai, il n'y a rien d'original. Et donc, ils savent, OK, ça, c'est enemies to lover. Donc, du coup, ils vont commencer par pas s'aimer, puis au final, ils vont s'aimer. Et donc, il y a aussi ce côté que je reviens de se donner un petit peu de frisson en disant, ah, j'aime bien cette tension, mais en même temps, je sais que dans la vie, j'ai pas envie d'être enemies to lovers, que j'ai pas envie de détester quelqu'un puis d'apprendre à l'aimer. J'ai pas envie que le garçon me taquine, puis ensuite je suis comme, ah, ah, ah. Moi, je trouve ils ont beaucoup plus d'esprit critique qu'on le pense, et si on est inquiet, on peut poser des questions. Mais je pense que la littérature, vu que c'est un monde dans lequel on habite, si on n'est pas confortable, on n'y rentre pas. Eh bien, moi, bah, pour vous donner l'exemple, moi j'ai lu Madame Bovary quand j'étais adolescente. Donc pour celles qui connaissent le livre Madame Bovary, depuis que je l'ai lu, ça m'a pas mal. J'étais un peu comme ta fille Alice, très romance, 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 et que je pensais que c'était stupide. Et puis dès que j'ai lu Madame Bovary, je pensais que j'allais devenir Madame Bovary, donc j'ai arrêté. Et je me suis concentrée sur autre chose. Après, chacun a son impact. Mais je pense que ça répond un peu à Myriam. Mais il y a dépendamment et je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont mentionné, dépendamment de la fréquence à laquelle on consomme un des médias peut avoir un certain impact aussi. Est-ce que vous souhaitiez apporter un autre point à la question de Myriam avant que je passe à la prochaine, mesdames? Non? Très bien. Alors, j'ai une question de Marie-Noël. Coucou Marie-Noël. Qu'en est-il de la production ou diffusion de vidéos de musique, les messages des artistes qui sont véhiculés aux jeunes consommateurs dans les performances? Comment évaluer si les contenus sont appropriés ou non, stéréotypés, qui promouvoient la violence, etc. Une question pour tout le monde. Celles qui se sentent inspirées. Vas-y Estelle, n'oublie pas d'enlever ton micro. Ben moi, je suis tombée dans la K-pop là, dernièrement. Là. Fait que, puis je sentais que le vidéoclip, en tout cas, tendait vers comme la disparition. Là. Tu sais, sincèrement, je trouvais pas que
on brisait les plateaux de verre là, de la création là, par le vidéoclip. Pourtant, on l'a fait, par exemple. On a des artistes qui sont vraiment genre phénoménaux, comme par exemple Billie Eilish, qui genre est la réalisatrice, puis genre la créatrice de ses propres contenus. Il y a comme vraiment comme une idée, exemple en cinéma, c'est très, ça fait limite du cinéma d'auteur, là, son affaire. Là, c'est vraiment son monde intérieur, son imaginaire. Est-ce que genre ça représente des choses qui sont pas épeurantes ou anxiogènes, mais en même temps, je suis comme, c'est une personne de la Gen Z, là, comme, je pense qu'ils ont besoin de se parler de leur anxiété de façon métaphorique puis magnifique, en fait, là, fait que qu'elle ait des araignées dans la bouche ou qu'il y ait des trucs qui sortent noirs de ses yeux, je suis comme, ben, tu sais, je pense qu'au contraire, ça peut faire une connexion, tu sais, à une grande génération. Je pense que le vidéoclip a servi à ça longtemps. Hem, pour la K-pop, c'est comme un autre monde, là, tu sais, dans le sens où comme moi, j'apprends beaucoup de ça. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur la notion de soft power aussi, là, tu sais, en termes de palier puis de levier politique. Puis, tu sais, on le sait que c'est ça un peu aussi qui se passe. Puis dernièrement, je suis tombée dans comme, tu sais, les nouveaux bands de K-pop, les bands qui sont genre mondialistes un peu. D'ailleurs, il y a à ce paraît, il y a un documentaire là, qui est sorti sur le premier band nord-américain euh, qui ont une routine de K-pop, dans le fond, qui vont être trainés comme des artistes K-pop. Donc, on vient de comme, en plus, genre, éloigner puis comme agrandir ce concept-là. Mais tu sais, sérieusement, c'est difficile à dire si on est encore dans comme, tu sais, je sais pas, tu sais, n'importe quel clip là, à l'époque là, que de toute façon, tout le monde est devenu genre, tout le monde a été en cours depuis, là, mais tu sais, les clips de genre, je sais pas, Eminem à l'époque, là, tu sais, il se donne plus le droit là, de faire des affaires de même, là, tu sais, les affaires qu'on voyait comme dans le R&B aussi, tu sais, comme je pense plus que ça passerait tant que ça aujourd'hui. Fait qu'on est comme ailleurs aussi dans la représentation de qui quoi. Puis les artistes aussi sont comme hyper multidimensionnels, tu sais, j'étais allée voir Shaboozey dernièrement, puis tu sais, tu comme: «Voyons», tu sais, c'est quand même un gars, genre, qui a vécu de l'immigration, il est arrivé aux États-Unis, genre, il a grandi à Virginie, c'est un homme noir, il a de l'air fin, là, il a de l'air de full vouloir que ses parents l'aiment, puis genre, soit comme: «Yes, you're the best», tu sais. Puis c'est un chanteur country. Tu sais, je suis comme fait que là, il fait des clips, et là, il parle de booze, tu sais, puis il est comme: Yo, man, faut s'envoyer des shots. Puis là, c'est comme du gros country. Mais comme dans le vidéoclip, tu sais, ça fait pas tant la promotion là, de l'alcool, tu sais. Fait que t'es comme, OK, ça l'a changé, tu sais. Mais c'est ça, pour revenir à la K-pop puis à d'autres genres musicaux, en fait, on est vraiment comme dans l'hyper-créativité, là, tu sais, on est dans genre l'animation, la représentation du corps en plus comme, extraterrestre, là, limite, là, tu sais, on est comme dans l'hyper-perfection. Je pense on a accès à moins de sexualisation, mettons, j'ai envie de dire, mais il y a peut-être des dérives qu'on comprend pas tout à fait, tu sais, cette hyper, perfection, tu sais, du mouvement, de la danse, tu sais, comme sur TikTok ou peu importe. Ça peut peut-être avoir des lacunes qui sont plus celles qu'elles étaient avant pour, mettons, nous, quand nous étions jeunes, tu sais, qui traitaient, par exemple, de l'image corporelle. Bien là, on est peut-être moins dans l'image corporelle plus que dans la performance puis, ou la surperformance de la perfection du mouvement, du corps, de comment on incarne notre genre même, tu sais, qu'il soit androgyne, tu sais, comme queer coded ou, tu sais, féminin ou masculin. Je sais pas, mais ça me paraît encore une fois, et ça, c'est un peu le revers de tout ce dont on parle, c'est que ça devient comme un peu trop insidieux. Fait que je pense que en ce sens, mais moi, je suis flabbergaste. Pour de vrai, par les vidéoclips des 2 3 dernières années, là, je pense que ça vaut la peine, au contraire, d'aller en consommer, d'aller voir en quoi ça consiste aujourd'hui un vidéoclip, là, tu sais. Hem, mais ouais, l'utilisation du vidéoclip, dans la K-pop, je C'est comprends pas les cinématographique. artistes. Oui, oui, définitivement. Fait qu'on est ailleurs. Et Beyoncé, tout ce qu'elle a fait, là, tu sais, elle fait quand même des films musicaux, là. Là, on est peut-être dans un autre genre. Fait que, tu sais, comme les jeunes s'attendent peut-être à avoir, genre, ce niveau de qualité-là, là, du vidéoclip, mais comme c'était pas notre cas, là, dans le temps où Kelly Rowland
écrivait sur Excel à Nelly. On s'en souvient quand même. Ouais. Certains d'entre nous s'en souviennent, il y en a qui Moi, connaissent c'était peut-être pas. juste ajouter que je sais pas, en fait, c'est d'ailleurs super drôle parce que ça fait ma génération. Oubliez pas aussi que la question sous-jacente, c'est quoi l'influence, en fait? C'est quoi l'influence? Et on parle beaucoup d'influence, mais moi, ce qui est drôle, c'est que c'est ça, mon plus jeune, il a 6 ans. Moi, ma conjointe, elle en a 45, moi, j'en ai 36. Enfin, et donc, je connais tous les âges. Et donc, c'est se dire, OK, de l'autre côté, qu'est-ce qui reste des influences? Et en fait, de ce qu'on écoute quand on est jeune, on garde les choses qui nous ont touchés positivement, qui nous ont influencés. On garde pas les images qui sont comme forcément vulgaires, etc. Donc, je pense qu'il faut mettre un petit peu de nuance, puis tu sais, pas trop stresser là-dessus. Une autre chose que je veux mentionner, parce qu'on parle de musique et que tu l'as dit, Estelle, il y a Beyoncé, les choses comme ça. Faites attention à ne pas juger des contenus culturels que vous ne comprenez pas. Ça, c'est hyper important pour moi, parce que la communauté noire, souvent, est regardée comme le rap, les insultes, etc. Oui, mais ça fait partie de la culture. Donc, il va y avoir des insultes. On a ici dans la communauté queer, il y a plein d'insultes qu'on utilise comme des interjections, les gens qui seraient choqués. Non, ça fait partie de la culture. Donc, vous inquiétez pas aussi de la consommation d'artistes, de musique, que vous n'êtes pas capable, vous ne comprenez pas forcément le contexte. Mettez le contexte, c'est ça, lâchez un peu de l'est, mais tu sais, c'est votre jugement aussi. Et quel regard vous avez et que vraiment, c'est quoi l'influence qu'il y a sur les enfants. C'est bien d'avoir une mini analyse critique aussi. Vous aussi, utilisez votre analyse critique, pas seulement. N'attendez pas de vos jeunes non, seulement, en fait. Absolument. Merci beaucoup, mesdames. Bon, on avait encore 2 questions, mais comme normalement le webinaire de se terminer à 14h30, donc si vous n'êtes pas disponible et que vous souhaitez ne pas y répondre, on peut s'arrêter là. Donc, mais si vous êtes OK à y répondre, on peut poursuivre. OK. Gabriel aussi, Marianne aussi. Très bien, merci beaucoup. Mais merci hein, juste pour un peu pour résumer le dernier point. L'influence est au cœur des points que Estelle et Alice ont soulevés et c'est vraiment très important de garder ça en tête. Euh, et aussi l'importance je pense que c'est Gabriel qui en avait parlé plus tôt, les communautés en ligne, elles ont un impact sur ces produits. Donc, si quelque part c'est dans l'influence de la communauté, pour reprendre le rap, si la communauté noire dit que c'est pas insultant ou c'est pas maléfique, il faut aussi respecter ce point de vue-là. Et donc, ma prochaine question, elle est de Marie, qui demande à Estelle et Alice quels sont les sujets, je pense qu'elle veut dire touchy, importants que vous présentez aux jeunes pour démasquer ce que nos parents nous font croire comme tabou, acceptable ou non discutable. J'espère que j'ai bien posé la question, Marie. N'hésite pas, si tu es toujours là, à me corriger dans le chat. Je sais pas si quelqu'un. Moi, je trouve que j'ai beaucoup parlé comme ça. Mais moi, je vais commencer du coup, tant pis. Moi, je m'inspire beaucoup de ma mère, en fait, de ce qui est touchy, qui avait quand même une façon de parenter un peu différente et euh, intentionnellement d'avoir le moins de sujets tabous possible, même quand ça nous rend inconfortable. Parce que moi, je trouve que plus on m'a parlé de choses qui avaient l'air un petit peu, qui devraient avoir des limites, ça m'a aidé à réfléchir, à le considérer, à pas, euh, tu sais, comme avoir, que l'influence extérieure soit la seule de qui je prends mes informations. Et ma mère, elle a une vie assez compliquée et donc elle parlait ouvertement de drogue, de consommation de drogue, d'alcool, tu sais, comme qu'est-ce qu'on expérimente, c'est quoi le sens d'expérimenter les choses, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, la sexualité, les choses comme ça. Alors, moi, je suis pas du tout aussi confortable qu'elle, malheureusement, je n'ai pas, je n'ai pas évolué dans ce sens, mais ça reste dans ma tête c'est important de parler des sujets même quand on est inconfortable, parce qu'on préfère que ça commence par nous. Alors, il n'y a pas, j'ai pas vraiment, j'essaie de me dire qu'il n'y a pas de sujet touchy, en fait. Il n'y a pas vraiment de sujets qui sont touchy. Et s'ils le sont, c'est que mon inconfort. Et donc, c'est à moi de ne pas transmettre mon inconfort. Moi, je sais qu'une des choses que je trouve le plus difficile à aborder et qui est plus difficile à parler pour moi, c'est les addictions. Moi, mes enfants, ils sont adoptés. Donc, je suis très consciente que l'addiction a joué un rôle énorme dans le fait que ben, ils ont besoin que moi, je sois leur mère et pas les personnes qui sont biologiquement reliées à eux. Donc moi, c'est très difficile d'en parler, d'ouvrir le sujet, parce que je sais que ça ouvre une porte qui est quand même difficile à refermer, ou même qui peut plus se refermer. Mais bon, je sais que c'est mon inconfort, et donc si vous pensez qu'il y a un sujet touchy, c'est peut-être
votre signal que, oh, si moi je considère que c'est touchy, c'est peut-être à moi d'aller chercher la zone de confort pour quand ça arrive, ben, c'est comme, je sois prête. Moi, je sais que ma mère, comme je vous dis, je m'inspire d'elle parce que ma mère, elle était très ouverte, elle parlait de tout. La communauté queer, j'étais entourée, Et en fait, au final, on est 3 enfants. Moi, je bois pas vraiment d'alcool, je fume pas, je prends pas de drogue, je bois même pas de café. Et tous les gens sont comme, ah bon? Et en fait, j'ai une mère qui a toujours été hyper ouverte. Et donc, c'était pas tabou. Et donc, c'était pas, il n'y avait pas d'attrait, en fait. Je me suis pas dit, wouhou, un jour, je vais tester les drogues parce que je sais pas ce que c'est. Ma mère, elle m'a dit, je l'ai fait, c'était nul. Et je l'ai cru. Puis voilà, je suis passée à autre chose. Pareil, je trouve qu'on a eu la même ère. Euh, Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rajouter un point sur cette question ou je passe à la dernière question? Je passe à la dernière question. Et ça, je pense qu'elle est vraiment, bon, elle est pour tout le groupe et je serais encore plus intéressée d'entendre le point de vue de Marianne et de Gabriel, particulièrement basé sur leur travail au quotidien. Et parce qu'on a parlé de beaucoup de médias, d'émissions de télé, de films, de séries, mais j'étais particulièrement surprise qu'on n'ait pas parlé de podcasts ou d'interviews, qui pour moi restent aussi de la production, fictive ou non, divertissante tout de même pour certains. Et la question d'Astrid, elle est un peu dans ce sens-là, qui est dans la posture où nous voulons éviter de contrôler le contenu que consomment les jeunes. Quoi faire lorsqu'un jeune commence à consommer du contenu de la droite alternée ou alterne, comme du Andrew Tate, Matt Walsh, Ben Shapiro? Bah, vous avez remarqué quand même, elle a parlé que des hommes. Mais principalement, c'est là d'où le contenu vient, mais etc. Qu'est-ce que vous avez un avis là-dessus, mesdames? Ben moi, je peux vraiment parler de mon expérience de sexologue là, dans les classes. Là. J'ai vraiment vu dans les 5 dernières années là, comme augmenter tu sais, des commentaires masculinistes, en fait. Là, tu sais, ça se sent. Là, comme je vous disais, c'est vraiment comme c'est malheureux, mais c'est insidieux. Des fois, ça ne l'est pas en tout. Puis je suis comme t'as-tu dit ce que je pense que tu dit? Puis là, ils sont comme ouais. Puis là, ils ont l'air de l'assumer à moitié, puis je suis comme: «Ah, redis-les donc, voir». Puis là, ils sont comme: déjà», tu sais? Fait que non, mais sincèrement, les études sont vraiment laides, là, par rapport à la chambre d'écho, là, basically, là, de TikTok. Fait que, puis tu sais, cet été, il y a non, cet hiver, il y a des études du UCLA qui sont sorties justement sur comme, tu sais, en soi, là, juste pour pas capoter, là, si tu es une personne, un gars qui s'identifie comme un gars cis surtout, ben, c'est malheureux, là, mais dès que tu as un nouveau cellulaire qui t'est fourni par, mettons, une étude, ben, après 3 jours, tu vas avoir des commentaires sur TikTok qui sont comme vraiment liés à l'entraînement, tu sais, comme la performance, genre les pick-up artists, les affaires de même. Après 5 jours, tu vas avoir des commentaires misogynes, puis après 7, il va y avoir des commentaires sur ton TikTok, ton For You page qui vont être du genre la vie, ça sert à rien, take the black pill, tu sais. Fait que, tu sais, TikTok en soi, c'est comme un endroit là, à traiter, là, tu sais, à réfléchir aussi, puis à essayer de voir comment on l'interprète. Mais je pense qu'une des meilleures choses à faire, si on sent qu'il y a des jeunes qui vivent ça, là, je vais dire un gros mot que je déteste, mais tu sais, souvent en sociologie, on va appeler ça la radicalisation, là, tu sais, je suis comme ben, on peut aussi dire l'influence là, de la droite. On peut parler de comme pensée genre opposée, distincte, etc. Mais tu sais, moi, j'en ai eu des débats là, masculins sans qu'ils le sachent, sans qu'on dirait même moi, je le savais. Mais tu sais, un exemple, c'est qu'il y a un jeune, à un moment donné, en secondaire 4, qui était comme ouais, mais c'est de la bullshit, man, le nouveau Marvel là, avec la scène de filles. Puis là, j'étais genre, je te demande pardon, man. Je dis, moi, j'ai 30 ans, là. Je l'attendais, cette scène-là, là, où genre toutes les femmes débarquent là, sur leurs chevaux volants, leurs trucs temporels. J'ai dit, j'ai crié dans le cinéma, ça te fait quelque chose, Roger? Là, il me dit, ouais, mais c'est pas ça, je veux dire. Genre, anyway, tu t'es fait crosser par genre le capitalisme féministe. Puis là, j'étais comme. Fait que là, on s'est comme mis à s'obstiner, là, puis c'était vraiment nice. Puis là, j'étais comme, mais de toute façon, c'est quoi ton point? Ben là, en plus, Marvel, genre, définit Captain Marvel comme étant le personnage le plus fort. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi le personnage le plus fort de, genre, l'univers Marvel?
il se met à me parler, genre, d'une affaire qui est comme une énergie, genre, à genre, puis je sais pas quoi. Je suis comme, OK, parfait. Après, ce stick d'affaires-là, genre, qui n'existe pas, puis qui n'est pas, genre, représentable au cinéma, qui sait qu'il y a d'autres? Il me dit, Captain Marvel. J'étais genre, fait que j'ai gagné l'argument. Tu sais, j'étais comme, tu comprends-tu que j'ai gagné l'argument? Là, il riait, il était genre, ah shit. Là, j'étais comme, puis pour vrai, je lui ai dit, je lui ai nommé. Genre, pas dans le classe et dans le cours, mais j'ai pris ce groupe-là, on a jasé de Marvel, puis tout, tu sais, après, parce que comme quand même, Marvel, les auteurs, si seulement les jeunes garçons le savaient, mais leur but, c'était de changer les États-Unis pour un monde matriarcal, là, fait que, oups. En tout cas, mais et donc, le centre peut-être, mais quand même, tu sais, je leur ai parlé après, puis j'étais comme: «Yo les gars, pour vrai, va vraiment falloir que vous fassiez attention, tu sais, aux vlogs, aux blogs, aux forums, aux subreddits où vous allez parce que, tu sais, je pense pas que ça tu sais, je pense pas que ça vous élève, tu sais». La discussion qu'on vient d'avoir était le fun, était confrontante, c'était difficile. Genre, moi, j'étais comme: «Ben oui, si j'ai payé 25 Colin, pour aller voir, genre, une séquence de, genre, 2,5 secondes», mais comme le jour où tu vas, genre, être socialisée comme fille dans ta vie, là, puis être rendu à 30 ans, puis avoir jamais vu de scène de même, puis toi, tu en as vu genre des centaines de millions, on s'en reparlera. Puis là, il était comme, ouais, vous avez raison, mais j'ai call out. Je leur dis. Je leur dis, ce que tu viens de dire, c'est une pensée masculiniste, c'est fucked up. Puis genre, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est venir me voir après la classe parce que 93 à 95 des gens qui sont dans cette manosphère-là vont finir par être dans des sensations d'isolement puis de dépression. Fait que genre, moi, je te vois, I see you, je suis avec toi, puis je te tiens la main puis je te tends la main. C'est comme l'effet inverse, dans le fond, qu'il faut faire. Il faut comme être encore plus, on dirait, rassurant dans nos interventions. Il faut leur tenir la main puis dire comme, je suis avec toi. No matter what, là, moi, je m'en vais de nulle part, tu sais. Que genre, tu aies des pensées de même. Fait que, tu sais, les hommes aussi de notre environnement qui sont, voyons, tu sais, les pères, là, qui sont genre, ah, t'es bien cave, tu sais, c'est bien sexiste ce que tu dis. C'est peut-être pas tu sais, une approche qui est comme la plus douce face à ce mouvement-là, là, puis ce tsunami là, que l'ONU a littéralement tiré l'alarme dessus. Là, tu sais, c'est pas une joke là, ce qui se passe. Là. Il y a vraiment quelque chose de grave. Mais quand même, de faire le travail le plus difficile pas possible à faire. Moi, j'en ai des pères de famille, des amis que j'ai de 40 quelqu'un qui voient leurs jeunes garçons dire des commentaires full masculins, qui ont travaillé dans le milieu communautaire, qui sont comme, je comprends, tu sais, je comprends que eux autres, c'est pas pareil que pour moi, fait qu'on va travailler ensemble. Il peut pas abandonner son fils en disant comme: «Tu un mascu, puis t'as pas d'esprit critique». Tu sais, il tient la main, puis il dit: «Garde, on va naviguer ça ensemble». Puis il est comme: «Si tu penses ça, c'est bon, mais garde, on va en parler. On va pas faire semblant», par exemple. Fait que c'est un travail qui est vraiment difficile. Moi, c'est ce que j'avais un peu envie de dire. C'est énorme. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé avec mon fils, puis Andrew Tate. Moi, ça nous est arrivé vraiment. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas contrôler le contenu qu'ils consomment. Et comme tu disais, l'étude montre que tu leur donnes un téléphone, au bout d'un moment, oups, voilà. Et donc, j'avais pas du tout réalisé. Et un jour, il mangeait, il regardait son téléphone. Et là, je vois Andrew Tate, j'étais comme, c'est pas possible. Et moi, sur le coup, ça m'a vraiment comme c'est venu me chercher vraiment profondément parce que moi, j'aime mes enfants, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter du tout. Surtout l'extrême droite, voilà, pour les raisons évidentes. Euh, et là, ça m'a challengé sur un autre aspect de ma parentalité, c'est-à-dire, ben, aussi, des fois, il faut leur apprendre l'art du conflit. De dire: «Ben, je suis pas d'accord, enfin, c'est nul, enfin, voilà, pour telle et telle raison» et c'est aussi d'apprendre à confronter certaines idées, et de défendre ses valeurs. Comme je dis, quand on aligne sur ses valeurs, c'est on représente nos valeurs, mais on les défend aussi et on montre à nos enfants qu'on va défendre nos valeurs et que c'est ça et par contre, de pas s'attendre à ce qu'ils vont écouter parce qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils sont en train de se développer et cetera et là où je me rassure et je sais que c'est difficile, tu as dit un mot qui est hyper important quand tu dis echo chamber, c'est vrai pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes. On est dans cette réalité-là, on baigne dans ces réalités-là. Et la meilleure façon aussi d'aider quand on est ça dans une chambre d'écho, c'est tu sais, c'est de percer des fenêtres. De ne pas se laisser enfermer intentionnellement. Donc on le fait pour les jeunes, on le fait pour nous, on le fait pour notre entourage, de dire non mais attends, là, il n'y a plus d'esprit critique, tu parles juste d'une chose, voilà. Et c'est marrant parce que dans ces chambres d'écho, vu qu'ils ont un renforcement de tous les mêmes messages, il suffit que tu en donnes un peu logique et ils se trouvent bêtes. Parce qu'ils n'ont pas considéré d'autres perspectives. Et en tant que parent, c'est génial de dire
si tu prends une perspective, forcément, tu vas être convaincu, tu as juste une perspective. Et de les accompagner dans l'âge adulte, c'est de dire, ben non, une histoire, il y a des protagonistes, il y a deux perspectives, allez, viens, on discute. Et donc, c'est des belles occasions. Donc, je pense qu'il faut les sortir de la chambre d'écho. Et encore une fois, moi, ce qui me rassure vachement, c'est qu'est-ce que j'ai gardé de ce que j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais ultra militante, que j'étais toujours... Je suis encore très militante, mais on garde pas tout. Et moi, j'ai vu, quand je vois ma fille de 21 ans et mon fils, je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre. Quand ils se forment, on voit pas la personne qu'ils vont devenir. Moi, je me rappelle d'avoir été désespérée par certaines choses qu'ils disaient qui étaient à milieu de mes valeurs. C'est pas qui ils sont aujourd'hui. C'est vraiment pas qui ils sont. Je sais pas, en fait, qui ils vont devenir. J'essaye de les aider à modeler et d'avancer, mais ils sont pas figés. Donc oui, ils regardent Andrew Tate, ils pensent comme Andrew Tate, mais si je garde l'écho-chambre un peu ouverte, j'espère qu'en tout cas, il y restera pas enfermé. Mais voilà, ce sera aujourd'hui, si je dis aujourd'hui, regarde plus Andrew Tate, j'ai perdu la bataille, c'est certain. C'est certain. Gabrielle, à plusieurs reprises, tu voulais apporter un point? Ah ben, je pense que tout a été dit, hein. Je suis vraiment d'accord avec les copanélistes, mais garder le dialogue ouvert, effectivement, de ne pas les laisser s'enfermer dans cette bulle-là et de les confronter. Et si c'est trop difficile pour nous, parents, parce on sent pas qu'on a les arguments, puis le sens de la répartie, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est capable de le faire aussi bien qu'Estelle. Alors, ben, envoyez-les voir Estelle ou d'Estelle qui sont plus spécialisés peut-être. Donc, il y a peut-être des ressources, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissez, moi je ne les connais pas, mais des ressources communautaires, là, quand on est un peu au bout de nos propres ressources comme parents, où on peut aller chercher de l'aide, que ce soit aussi l'oncle, le cousin, tu sais, quelqu'un qui a du charisme quand il débat, puis on va l'inviter à souper, puis on va le faire parler avec notre jeune pour percer sa chambre d'écho, justement. Donc, de pas fermer le dialogue, puis de ne pas le laisser seul avec ces idées-là, et puis d'aller chercher de l'aide au besoin. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à Lise. Merci Estelle. Est-ce que Marianne, tu avais un point à apporter à la discussion? Non, tu écoutes comme nous autres. Oui, j'écoute exactement. D'accord. Bah, écoutez, merci encore, mesdames. Merci de nous avoir, et à tous et à toutes, parmi nos participants, d'avoir fait partie de la table ronde. Elle parle de relations malsaines dans les médias jeunesse. Et puis, nous espérons que vous avez apprécié euh, les perspectives qui ont été partagées par et les panélistes et les personnes en chat. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, ou les deux. En tout cas, c'est mon cas. Et nous aimerions remercier évidemment nos panélistes pour leur temps, Alice, Marianne, Gabrielle, Estelle. Estelle, tu vas peut-être recevoir pas mal d'appels. Après le commentaire de Gabrielle, peut-être que tu vas être surbookée bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et évidemment, merci beaucoup à notre audience pour votre participation et votre feedback qui a été plus que apprécié. Et évidemment, avant de conclure, et je m'adresse aux personnes dans le chat, serait possible que vous remplissiez un court sondage d'évaluation qui nous aidera à améliorer nos prochains événements, notamment ma collègue Marie-Pascale qui gérait le chat. Le formulaire d'évaluation, il va apparaître directement dans votre navigateur quand vous quitterez la session. Donc, vous n'avez besoin que de quelques minutes pour le remplir. Évidemment, réponses sont anonymes et confidentielles. Nous vous invitons aussi à poursuivre la conversation en ligne, à rester informés, à consulter nos ressources sur le site d'actionontarienne.ca. Il me semble que ma collègue apportera les différents points ou conseils que nos panélistes nous ont donnés. Et merci, enfin, d'avoir assisté à cette table ronde virtuelle. Nous espérons vous revoir bientôt avec un nouveau sujet tout autant intéressant, tout autant éducatif. Restez prudents et passez une très belle fin de journée, mesdames Merci et beaucoup. messieurs. Merci. Merci. Bonne Merci, journée. Au revoir. merci, au revoir. Bye bye.